Merci à tous d'être présents. Donc, on va construire cette journée en deux parties. Une première session matinale de 2 heures sur les fondements du partenariat et une session en après-midi de 14 heures à 16 heures, plus sur des exemples concrets permettant de mieux savoir, envisager comment s'impliquer localement. Voilà. Donc, ce matin, on va débuter sur les fondements du partenariat. D'abord, à qui s'adressait cette journée? Il faut savoir que c'est une journée qui s'adresse à la fois aux étudiants dans les cursus de santé, également aux usagers et puis également donc, aux professionnels qui vont intervenir dans l'enseignement. Donc, les objectifs de la matinée de cette session de 2 heures sur les fondements du partenariat. Le premier objectif est d'introduire les principes du partenariat auprès de l'ensemble des acteurs, des 3 acteurs qu'on a pu citer, et notamment des nouveaux acteurs. Parmi vous, il y a des personnes qui ont l'habitude de ce partenariat, puis d'autres qui en ont un petit peu moins. Du coup, l'idée, c'est de se mettre à niveau, tous. Ensuite, c'est également d'amener des éléments autour du continuum d'engagement. On précisera tout à l'heure les éléments. Et ensuite, d'illustrer ce que nous considérons être des pratiques remarquables, exemplaires de partenariat. Voilà, donc ça, c'est un peu les objectifs de la matinée. Alors, comment va se dérouler cette matinée? D'abord, on va avoir un premier temps de présentation de différentes personnes sur les principes du partenariat et nous aurons 4 présentations qui vous seront amenées juste après. Après ces 4 présentations, nous aurons un temps d'échange et un temps de questionnement qui sera commun pour ces 4 présentations. À ce moment-là, en fait, on recueillera vos questions via la partie conversation. On va vous expliquer plus précisément comment ça fonctionne. Et après cette partie questions, nous aurons un temps de remue-ménage ou de brainstorming pour les plus sensibles à ça. Sur en fait les déterminants, les éléments qui pourraient vous aider à vous impliquer, à développer en fait du partenariat dans l'enseignement. Voilà. Et en toute fin de matinée sur ces 2 heures, on est très ambitieux avec un programme relativement copieux. On prévoit 15 minutes pour vous présenter un petit peu le groupe qui a organisé en fait cette journée, qui est dit le groupe PEREM, pour patients enseignants rennais dans les études médicales, qui est composé en fait d'un assez grand nombre de personnes et qui produit cette journée. Et là aujourd'hui, alors vous allez voir juste des visages qui vont parler. Tout le monde ne va pas forcément parler, mais sachez qu'il y a à peu près une dizaine de personnes à la technique, à l'organisation en fait pour mettre en place cette journée. Voilà. Alors, je vais passer la parole à ma co-animatrice de la session de ce matin. Bonjour, donc Maud Le Ridan, je suis chargée de mission à France Asso Santé Bretagne et donc effectivement je co-anime avec Emmanuel la session de ce matin. Je passe rapidement la parole à Alexandre qui va vous expliquer toutes les subtilités techniques du logiciel que nous utilisons de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Parfait. Donc, pour la partie technique, je sais que vu la période qu'on vient de vivre, la période de confinement, il y a beaucoup d'entre vous qui sont assez familiers avec Zoom ou avec d'autres logiciels de visioconférence. Donc, c'est vraiment un tour rapide. C'est simplement pour vous présenter la barre qui est en bas. Vous voyez, il y a une barre noire avec plusieurs symboles, dont la première est le micro. Donc, vous voyez qu'on peut l'activer, enfin, on le rendre actif ou le rendre passif, donc muet ou actif. Par défaut, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui étaient là, on va le mettre muet pour tout le monde afin d'éviter les bruits de fond et que les personnes qui interviennent soient les seules à avoir le canal audio activé. Ensuite, juste à côté, vous avez la caméra qui vous permet d'activer ou non, c'est le fait qu'on vous voit. Si votre bande passante, c'est-à-dire si la qualité de l'image que vous avez ou du son n'est pas très bonne, que ça saccade, vous pouvez par exemple enlever votre caméra. En général, ça améliore la qualité parce que ça diminue la bande passante et le nombre de données qui passent dans votre connexion Internet. Et aussi, comme on enregistre, toutes ces sessions étant enregistrées, sera mis en ligne pour que ceux qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui puissent quand même profiter de ces échanges et que vous n'avez pas envie qu'on voit votre tête sur Internet, vous pouvez aussi désactiver la caméra. Vous continuez vers la droite, vous avez les participants, donc si vous savez le nombre de personnes qui sont là, etc., vous pouvez y aller là-dedans. Mais surtout, la partie qui nous intéresse, c'est la partie conversée. Comme on est nombreux, on ne prendra pas des paroles directement à l'oral, c'est-à-dire que ce ne sera pas des prises de parole
via le même canal qu'on est en train d'utiliser actuellement. On va vous demander d'utiliser la partie conversation. Vous allez pouvoir écrire tout au long de la session vos questions qui seront en fait prises au fur et à mesure par une personne, Pascal Jarnot en fait, qui est médecin de santé publique ici et qui fait partie du groupe, qui va prendre les questions et les agréger pour qu'on puisse y répondre dans la période de questions-réponses. Il y en a plusieurs qui en général sont relativement similaires ou font appel aux mêmes thématiques, donc on les regroupera et on les posera à ce moment-là dans la question-réponse. Mais soyez aussi pas inquiets, comme c'est enregistré, on ne nomme pas les noms des personnes qui ont posé les questions, donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, on ne dira pas Nicole Sarret a posé telle ou telle question, donc c'est totalement anonyme pour ça. Enfin, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour lever on pourra aussi, pour la deuxième partie, où là, il y aura vraiment un échange, où là, on vous laissera la possibilité de vous exprimer. La seule chose, de vous exprimer à l'oral, c'est ça que je voulais dire. Dans cette partie-là, ce qu'on va vous demander, c'est d'utiliser une fonction qui s'appelle prendre la parole ou lever la main. Vous allez dans la partie converser et quand vous voyez à côté de votre nom participant, vous pouvez aller dans plus et puis en fait, vous pouvez faire lever la main. Si c'est trop compliqué ou si vous ne la trouvez pas comme fonction, ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi écrire dans la partie converser parole, voulant dire prise de parole. Donc à ce moment-là, on verra qui demande. Donc si on a par exemple Jean-Marc Charel qui dit parole, on dira Monsieur Charel, on vous ouvre le micro, vous pouvez y aller, poser votre question ou faites votre commentaire ou votre intervention. Donc voilà, ça c'est pour les principaux points techniques. Si ce n'est pas clair, s'il y a encore des choses qui n'ont pas été répondues à partir de cette courte introduction, simplement écrire dans la partie conversation, je vous répondrai au fur et à mesure de la matinée. Donc, je vous souhaite une bonne matinée. Il y a des interventions assez stimulantes ce matin. Merci Alexandre. Donc effectivement, on arrive au temps où on a nos 4 intervenantes, puisque ce sont des dames, qui vont effectivement nous éclairer un petit peu plus sur les fondements du partenariat. Et donc on commence avec Francine Lègle, qui est élue à France Asso Santé Bretagne et qui va nous préciser un petit peu plus le partenariat dans le soin. Francine, on va projeter ton diaporama. Oui. Tu veux commencer ? Oui, bonjour à tous. Eh bien, je fais une petite présentation rapide. Je suis usager du système de santé. J'ai des maladies chroniques. Donc, je suis de 2 associations de patients. Je suis de France Psoriasis et déléguée régionale pour la Bretagne pour France Psoriasis et aussi à France Rhin, bénévole à France Rhin. Je suis représentante des usagers dans 3 établissements. Au conseil de l'engagement des usagers aussi au niveau de la Haute Autorité de Santé et dans le groupe usagers professionnels du CAPS Bretagne. Et aussi, je vais m'arrêter là parce que sans ça, c'est un peu compliqué. Donc, je vais vous présenter le partenariat professionnel-usager dans l'organisation et les pratiques des soins. Qui fait avancer le PowerPoint? Voilà. Alors, il y a un virage épidémiologique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies chroniques, puisque ça représente à peu près entre 15 et 20 millions de personnes qui ont au moins une maladie chronique sur la population de la France. Ça fait à peu près 30% de la population, ce qui fait quand même beaucoup. Il y a 50 à 70% des patients qui sont atteints de maladies chroniques, mais qui ne sont pas observants de leur traitement. Alors, comment mettre en place de meilleures conditions de succès thérapeutique ? Parce qu'on sait que de toute façon, on a des compétences dans les patients qui pourraient aussi nous aider à rendre ce succès thérapeutique plus performant en fait. Un patient chronique passe en moyenne 5 à 10 heures avec les professionnels de santé dans l'année. Il prend soin de lui seul et ou avec l'entourage environ 6 000 heures. Alors, que faire de toutes ces expériences? Peuvent-elles servir à l'amélioration des soins du système de santé? Puisqu'on sait que le patient aujourd'hui se prend en charge complètement tout seul toute l'année. L'histoire du patient et son expérience de la maladie, de sa prise en charge peut aider le soignant dans la pose du diagnostic, le choix et l'administration du traitement et aussi dans les événements, il peut être aussi observant des événements indésirables pour justement évaluer son traitement avec le médecin. Les patients sont la seule constante dans les parcours de soins entre professionnels ou structures de soins. Il serait intéressant d'inclure systématiquement les patients aux échanges d'informations qui permettra de garantir l'exactitude des communications entre le patient et le professionnel de santé. Alors j'avais, c'est vrai, à partir d'une expérience, en fait, le partenariat avec le patient, j'ai été confrontée aussi à cette difficulté. On sait que la majorité des patients aujourd'hui font des recherches sur Internet avant de rencontrer un professionnel de santé. Ce n'est pas toujours bénéfique, ça rend parfois anxiogène.
Et quand il arrive devant le médecin, c'est difficile de pouvoir discuter puisqu'on ne parle pas de la même chose. Donc, ce qui serait important, c'est d'avoir une communication et de l'information avec le patient. Elle doit être interactive. Le professionnel est un expert de la maladie, mais le patient, lui, a l'expérience de sa maladie et il vit avec au quotidien. Donc, c'est important d'avoir ce temps d'échange. Il faut aussi essayer d'instaurer un climat de confiance. Donc, pour ça, il faut que le professionnel prenne un temps d'écoute des besoins du patient. Le patient n'exprime pas toujours la réalité de sa souffrance ou a du mal à l'exprimer. Ils n'ont pas le même langage. Et c'est vrai que le professionnel, il faut qu'il s'adapte au langage du patient. Et on voit que ce n'est pas toujours simple. Mais aussi, il faut qu'il puisse rendre le patient acteur de sa santé. Alors, pour ça, il faut qu'il soit associé à la décision de son traitement et aussi à l'évaluation du renouvellement, à chaque renouvellement du traitement. Et il faut que le professionnel de santé, il évite le jargon et les informations trop compliquées. On sait que le patient, jusqu'à aujourd'hui, il était plus consommateur qu'acteur, en fait. Il allait chez le médecin pour avoir un traitement, il sortait avec son traitement, donc il était déjà à moitié guéri, sauf qu'on sait bien que parfois, il arrête son traitement sans en faire part à son médecin et ça peut avoir des conséquences très graves. Alors, il y a quelques principes. Et c'est vrai que quand on a tous ces principes, il faut déjà avoir un prérequis. C'est être convaincu avec la volonté de travailler ensemble avec plusieurs temps. Déjà, apprendre à se connaître. C'est ça aussi la relation soignant-soigné. Accepter et puis savoir se reconnaître aussi. Ce sont des temps qui sont parfois longs, mais c'est important de passer par ces temps-là pour justement avoir la volonté de travailler ensemble avec plusieurs temps. C'est un changement de posture, alors pour le professionnel de santé, mais aussi pour l'usager, puisque l'usager, il était plus consommateur que de discussion avec son médecin. Aujourd'hui, il faut qu'il soit un peu sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire pouvoir trouver un terrain d'entente, un compromis, et surtout avoir confiance l'un dans l'autre. On voit bien que là, c'est le patient, relation patient-soigné, mais aussi en tant que représentant des usagers, on voit bien qu'il faut qu'il y ait une volonté forte de la direction de l'établissement pour pouvoir justement bâtir ensemble, avancer, continuer et les inclure les usagers, parce qu'aujourd'hui on parle des représentants des usagers, mais on veut aller plus loin dans les établissements, c'est inclure aussi des usagers dès le départ des projets dans les établissements, des programmes, donc comment avancer ensemble et bâtir ensemble. C'est tout un nouveau concept qu'il va falloir penser dans les établissements. Et aujourd'hui, on voit bien aussi que les directions disent, en fait, les représentants des usagers, ils ne sont là que pour traiter les plaintes. Il va falloir que ça change, ça. Alors, il faut une co-construction à tous les niveaux. Donc, ça veut dire que dans les établissements, il faut déjà partir d'une stratégie. Est-ce qu'il y a une volonté forte qu'on puisse changer et justement pour mettre une nouvelle organisation en place? Et puis l'évaluer. Mais dès le point de départ, en fait, il faut inclure les usagers ou les représentants des usagers et non quand tout le projet est bouclé et avoir seulement un avis ou une relecture. Et puis, il faut co-construire avec toutes les figures en fonction des objectifs. Alors, on a bien vu, si on repart un petit peu de la crise qu'on vient de vivre, entre autres les résidents dans les EHPAD, on a vu que les résidents, ils étaient capables de s'adapter aux nouveaux gestes barrières, puisque c'est vrai que c'est leur lieu de vie, en fait, les gestes barrières, ils se lavaient les mains une fois ou deux fois par jour et ils n'étaient pas contraints à des circuits dans les établissements et puis ils allaient et venaient d'un côté et l'autre du couloir, donc il a fallu mettre des circuits, ils se sont adaptés aux circuits. Ce qui a été le plus difficile, c'est pour les familles, en fait. La rupture avec son parent, ça a été très difficile à vivre, mais on a aussi développé plein d'outils, de nouveaux outils qui n'existaient pas, que ce soit les Skype, WhatsApp, Familéo pour ceux qui connaissent dans les EHPAD. Donc, on a aussi comment ils ont édité des bulletins qui n'existaient pas. Donc, il y a eu un lien très fort avec les familles, téléphoniques ou
vraiment, on a créé vraiment des liens très, très forts. Alors aussi, je ne vois plus les dernières lignes, je ne sais plus ce qu'il y avait, mais en fait, il faut aussi, on voit bien qu'on n'utilise pas assez les associations de patients qui peuvent être complémentaires avec le médecin, entre autres sur tout ce qui concerne l'écoute. L'écoute, on sait que le patient, s'il rencontre d'autres patients qui sont atteints de la même pathologie, ça les aide à avancer et en fait, ils sont souvent dans le déni au point de départ et l'association, elle est là aussi pour leur faire comprendre la maladie, leur parler de la maladie et comment vivre avec. Alors, on n'est pas là pour le traitement puisque ce n'est pas notre rôle. Nous, notre rôle, c'est l'écoute. C'est parler avec d'autres patients qui ont la même maladie pour ne pas rester isolés et c'est les aider à préparer aussi leur consultation parce qu'on sait bien que en fait, ils ont tout dans leur tête et quand ils sont arrivés devant le médecin, bien, ils ne savent plus quoi dire parce qu'ils oublient, parce qu'ils ne pensent plus qu'au traitement qu'on va leur donner. Donc, c'est notre rôle en tant qu'association de patients de les aider à préparer leur consultation et à parler de la maladie avec eux et être à l'écoute, puisque nous sommes formés aussi à ça. Enfin, moi, je suis formée en tant que délégué régional, par exemple, à l'écoute des patients. Merci beaucoup, Francine, pour ton intervention. Donc, on voit effectivement un certain nombre de points que tu nous as présentés dans les fondements du partenariat, en tout cas de la place du patient dans les soins. Notamment, tu nous as parlé d'une communication et d'une information claire pour qu'il y ait vraiment une bonne compréhension de la part des patients, de sa famille, de ses aidants. Le climat de confiance, bien évidemment. Je reprends tes mots aussi par rapport à la place des associations de complémentarité par rapport à la prise en charge médicale qu'ils peuvent avoir. Et puis toute cette idée que plus le patient est préparé, plus il peut être acteur de sa santé, de sa prise en charge. Merci, Maud. Alors, on va redonner la parole avant la prochaine présentation à Alexandre pour vous préciser quelques aspects techniques et organisationnels. Alexandre ? Oui, simplement pour vous dire que comme on n'est pas passé par un fichier d'inscription préalablement à la session pour justement qu'il y ait le plus grand nombre de participants possible, on voulait vraiment mettre ça grand public, il y a des personnes de l'entièreté, il y a des gens du Québec qui sont là, il y a du monde qui vient un petit peu de partout. Ce qu'on n'a pas eu par contre, c'est qu'on n'a pas eu vos noms ou vos coordonnées. C'est surtout vos coordonnées qui peuvent être intéressantes. C'est si vous voulez par exemple qu'on vous transmette les différents matériaux, les PowerPoint, les matériaux qui vont être présentés, on pourrait vous les envoyer à travers votre adresse courriel. Si vous voulez qu'on vous inclue dans l'infolettre, en tout cas dans la newsletter dans laquelle on informe des activités, de la manière de s'impliquer, etc., on va vous partager dans la partie conversation un lien web avec un questionnaire qui permet justement de remplir ces informations. Vous n'êtes donc pas du tout obligé d'inscrire vos informations, mais si ça vous tente, si vous voulez qu'on vous partage ces informations-là, n'hésitez pas à le remplir. Donc, ça a permis en fait d'avoir un lien qui permette à tout le monde de se connecter et de participer à cette rencontre sans avoir à rentrer ses coordonnées. Mais là, on vous donne de ce fait-là ce lien-là que vous allez voir dans la partie conversation. Vous n'êtes pas obligé de le remplir tout de suite. Par contre, ça peut vous prendre un petit peu de temps, 3-4 minutes, et puis perdre un peu le fil de la discussion ce matin. Vous pouvez le laisser là, l'ouvrir dans votre navigateur et puis le compléter après la session. Ça restera en ligne pendant les prochains jours. Là. Merci Alexandre. Donc, on va passer à la présentation suivante. Après cette magnifique introduction par Francine, on va donner la parole à Nolwenn Tournière pour nous évoquer la notion de continuum d'engagement, mais là contextualisé à l'enseignement. Et donc, il y aura une première partie un peu plus théorique et puis une deuxième partie un peu plus pratique sur pourquoi le partenariat dans la formation initiale et continue des professionnels de santé. Nolwenn, on te passe la parole et on projette le diaporama. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Nolwenn Tournière, je suis patiente partenaire et il y a un an, j'étais, tout du moins en tant que patiente à votre place, c'est-à-dire de l'autre côté, donc non pas de l'écran parce que c'était en amphi il y a un an, mais j'étais à la première journée du patient enseignant à Pérem et c'est un honneur au bout d'un an de passer de l'autre côté et de vous expliquer un petit peu un retour sur l'expérience que j'ai pu avoir dans l'enseignement durant cette première année. Donc, j'ai découvert en fait que le patient pouvait intégrer l'enseignement de soignants. Alors, je suis patiente partenaire, je dis ce mot-là, vous allez entendre plein de lexiques un petit peu différents, mais j'aimais bien ce terme de partenaire parce qu'à la base, je suis patient ressources, donc plutôt dans des programmes de TP, donc à destination pour et avec des patients.
Et je me suis intéressée à la co-animation en enseignement. Donc maintenant, j'enseigne auprès de futurs professionnels de santé. Donc en médecine générale à la fac de médecine de Rennes et en école d'infirmière et en école de podologue, ergothérapeute et kinésithérapeute. Donc aujourd'hui, je voulais vous... Alors, j'ai pas de PowerPoint, donc moi j'ai mes petites fiches, donc je vais me permettre. Je voulais vous raconter un petit peu ce que moi j'ai vu comme intérêt du patient enseignant dans l'enseignement. De par mon expérience de cette année. J'ai fait beaucoup de co-animation, donc avec par exemple un médecin ou une infirmière. Et c'est vrai que d'amener un patient à co-animer lors d'un enseignement, on va amener quelqu'un qui a l'expérience d'une maladie, qui va compléter quelqu'un qui a le savoir académique, qui va être sans doute plus scientifique, plus biologique. Et on sait bien, nous en tant que patients, que c'est le bon soignant, il va avoir besoin des deux pour trouver le bon traitement et le bon accompagnement de la personne. Donc en fait, inclure un patient dans le cours va faire prendre conscience aussi aux étudiants, donc aux futurs soignants, aux futurs professionnels de santé, l'importance d'allier les deux pour avoir le juste traitement derrière. Ce qui est intéressant aussi, nous, on ne fait pas partie de la fac en tant que... on n'est pas prof à la fac, donc on est vraiment une personne extérieure, on a un regard différent sur les étudiants. On est hors cadre, on n'est pas dans le jugement académique de l'étudiant qui est en cours. On apporte vraiment un regard complètement différent et l'approche, on voit bien le lien qu'on a avec les étudiants est quand même complètement différent de nos collègues médecins, infirmiers qui sont formateurs au cours de leur formation. Ce que j'ai relevé aussi dans les échanges que j'avais avec les étudiants pendant les cours, c'est que souvent on arrivait en tant que patient à dézoomer un petit peu la situation, le cas qui est expliqué. Il ne va pas rester que sur la maladie, mais on va avoir cette capacité à les amener un petit peu plus sur et le patient, et son environnement, et sa vie en règle générale. Voilà, ce n'est pas qu'un malade. Il a aussi toute une vie à côté qui explique peut-être qu'en ce moment, il est plus fragile, qu'en ce moment, il est plus sensible, qu'en ce moment, ça a déraillé alors qu'on ne voit pas forcément médicalement ce qui aurait pu. Mais tout ça englobe l'approche humaniste, tout ce qui va englober le patient est important à prendre en considération aussi pour le soin. Et puis pour faire le lien avec ce que Francine disait, elle nous expliquait qu'il y avait une multitude de choses à faire pour améliorer la relation soignant-soigné. Et on se dit, est-ce que finalement, on ne faut pas partir du commencement quand on est en train d'inculquer toutes ces notions-là aux futurs professionnels de santé? Est-ce que ce n'est pas là qu'il faut leur prouver l'intérêt d'avoir un partenariat avec son patient? Et si le binôme professionnel de santé et patient partenaire pouvait refléter, si on pouvait l'incarner, si les étudiants voient qu'un binôme avec un professionnel de santé et un patient, finalement, ça donne quelque chose de super, est-ce que justement, ils ne vont pas avoir envie de l'appliquer après, eux, dans leur propre pratique professionnelle? Donc voilà, moi c'était les intérêts que j'ai vus cette année dans l'enseignement, et après ça m'a amené à me dire pourquoi et comment je vais faire pour les guider vers le partenariat avec le patient. Et là, en fait, Francine nous en a parlé aussi tout à l'heure, on le sait bien, les objectifs du patient sont souvent éloignés, voire complètement différents des objectifs du soignant. Et c'est souvent dur pour un soignant, on échange souvent avec les internes, c'est compliqué de comprendre comment rallier des personnes, par exemple, qui ne veulent plus de soins, qui veulent pas faire ce qu'on leur demande, voilà. Et en fait, si on fait prendre conscience dès le départ aux étudiants que c'est important de partir des objectifs du patient, et qu'en ralliant le patient, on crée un partenariat qui va faire que la confiance va arriver et que sans doute, à terme, les objectifs du soignant seront là, mais d'une autre manière, pas forcément celle qu'il avait envisagée. Mais quand on part des objectifs du patient, et on rallie et on va tendre la main et créer ce partenariat. Et on le sait, chaque malade est un individu unique.
sa maladie et son vécu de la maladie lui sont propres, donc on se dit, son accompagnement, il doit être unique. Or, le médecin, aujourd'hui, on sait bien, ils courent après monts et veaux, ils n'ont pas beaucoup de temps en fait. Donc, s'ils n'utilisent pas, entre guillemets, s'ils ne créent pas un partenariat avec le patient pour justement l'aider à prendre tout ce que le patient a comme connaissance, il ne va pas réussir à faire un traitement individualisé, un suivi individualisé et qui correspond bien au patient. Donc, si on résume, le patient a besoin du soignant pour se soigner. On est bien d'accord là-dessus. Mais aujourd'hui, en fait, le vrai partenariat qu'on essaye d'inculquer aux étudiants dès les études, c'est que le médecin, le soignant, peu importe, a aussi besoin du patient pour y arriver et pour individualiser les soins. Après, je me suis demandé, pour un troisième point, qu'est-ce que je pouvais apporter finalement, qu'est-ce que j'apportais aux étudiants. Et je me disais que justement, des échanges que j'avais eus avec eux, ils m'avaient dit, mais en fait, au cours de nos études, on n'a pas une seule fois un patient qu'on ne soigne pas et qui peut venir discuter avec nous. Donc en fait, souvent, dans les groupes d'échange de pratiques, vous verrez des exemples cet après-midi, on y reviendra, mais les étudiants, tout simplement, ils sont posés autour de la table et ils me disent mais vous, en tant que patiente, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous, en tant que patiente, comment vous auriez réagi? Parce qu'ils se remettent en question, évidemment, sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils ont dit, sur comment ils ont vu les choses, mais jamais, au cours de leurs études, ils ne voient de patients autres que les patients qui soignent. Donc, c'est une vraie fenêtre d'ouverture d'inclure des patients au cours de leur cursus. Et puis, excusez-moi, voilà. En fait, ce que j'espère apporter aux étudiants, c'est de leur montrer qu'ils peuvent apprendre du patient. Ils peuvent partager aussi leurs réflexions de soignants parce qu'on le sait bien, nous patients, les médecins, ils n'ont pas toujours la réponse à tout. Ce n'est pas une science exacte, la médecine. Donc, quelque part, on peut avancer tous ensemble. Et ça peut rassurer aussi le patient de savoir que le médecin, finalement, il ne sait pas tout. Mais partager les réflexions avec son patient, le mettre dans la boucle des choix, les décisions thérapeutiques, tout ça, ça se construit ensemble. Donc, l'intégrer dans ses réflexions, c'est quelque chose qu'ils peuvent s'autoriser parce qu'il faut voir aussi, il y a des soignants qui ne s'autorisent pas ça. Donc, il faut aussi les libérer de ça. Le et après, je me dis là, on a une petite année de recul. On voit il y a beaucoup d'études en fait qui sont sorties qui montrent une perte d'empathie en fait pendant les études de médecine ou de soignants en règle générale. Chez les infirmières, c'est pareil. Ce qui voudrait dire quand même que les premières années sont plus empathiques que les dernières années. Voilà, c'est un peu, ça fait un peu peur quand on voit ça. Et du coup, je me dis, en fait, l'idéal serait qu'on intervienne dès la première année, qu'on puisse partager dès la première année sur cette perte d'empathie, qu'ils en prennent conscience. En même temps, il n'en faut pas trop d'empathie parce que ça engage beaucoup le soignant aussi. Et du coup, il ne faut pas qu'ils se perdent avec ça. Mais qu'ils aient conscience que l'empathie se perd. Et pourtant, c'est ça qui va faire la relation demain avec leurs patients. C'est ça qu'ils vont se sentir bien avec leur patientèle. Et je pense que construire ensemble au plus tôt, ça permet de construire ensemble ce que c'est qu'un partenariat patient, ce que c'est qu'une alliance thérapeutique, plutôt que de prendre des étudiants au bout de 3, 4, 5 ans d'études et d'avoir à déconstruire leurs représentations qui se sont faites au cours des premiers stages ou des premiers échanges et d'avoir à rebâtir dessus. C'est plus simple de partir, à mon avis, dès le départ. Et du coup, on arrive au continuum, en fait, parce que je vous ai parlé de l'engagement que moi, en tout cas, personnellement, j'avais avec les étudiants, mais il y a différents niveaux de partenariat, on retrouve différents niveaux d'engagement ou d'implication que les usagers peuvent avoir dans l'enseignement, tout comme ils peuvent avoir dans les soins en fait. Donc on va avoir par exemple le niveau au plus bas là que vous voyez sur votre schéma qui va être l'information. Le niveau de l'information, c'est-à-dire qu'en tant que patient, on va nous demander de répondre à une enquête sur notre maladie, par exemple, et puis les étudiants utiliseront les résultats de cette enquête pour leurs études, pour leurs recherches. Ça, c'est le niveau information. Ensuite, on arrive
au niveau consultation. La consultation, ça va être un patient qui va venir témoigner de son insuffisance cardiaque pour un cours en cardio, par exemple. On ne va pas le guider sur ce qu'il va avoir à dire. Donc, c'est lui, c'est ses mots et c'est son expérience qu'il va venir partager et il va venir témoigner. Donc, ça, c'est de la consultation. La collaboration, ça implique des patients qui sont formés, c'est important de le dire, et avec des tâches précises qui peuvent être de la simulation, du jeu de rôle. Mais ce sont des patients qui sont formés et qui vont créer un cours, mais avec leur position de patient aussi. Et après, enfin, tout en haut là de cette, alors c'est pas une pyramide, mais voilà, de ce dessin, on a le partenariat. Et le partenariat, c'est des patients accompagnés dans le qui accompagnent dans le développement de son autogestion de sa santé et donc qui co-construit des programmes. Donc avec le soignant, donc le médecin, l'infirmier, le psychologue, en fonction des cours. Et ils vont co-enseigner avec un partage, avec leur expérience de la maladie. Donc ils vont co-construire, ils vont sans doute co-animer, co-débriefer. Ils font vraiment partie entière de l'enseignement. Donc aujourd'hui, c'est aussi l'idée de vous dire, si vous voulez vous lancer en tant que patient, on va pas vous dire venez co-construire tout de suite. Si vous voulez déjà venir intervenir dans un cours, parler de votre vécu, de votre maladie, vous avez tout à fait votre place. Tout est histoire de où est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on a envie de faire, à quelle étape de notre maladie on est aussi, parce qu'on n'est pas toujours prêt au même moment. Au moment, il y a des moments on est prêt, d'autres on n'est pas, il faut être indulgent nous-mêmes. Il y a toujours quelque chose à apporter et toutes les étapes sont importantes aussi dans le parcours des soignants. Ils ont besoin de tout. Voilà ma modeste contribution. Merci Nolwenn de ta modeste contribution tout à fait exceptionnelle. Et puis pour répondre juste à une question qui est passée dans le fil, je rappelle bien que tu es usagère et non professionnelle de santé. Voilà. Et donc, oui, je confirme. Nolwenn, on ne t'a pas entendu? Ah bah oui, bah si tu me coupes mon micro, on ne m'entend pas. Donc je confirme, je ne suis pas du tout professionnelle de santé et d'ailleurs, je n'ai pas du tout le jargon du professionnel de santé. Donc je fais comme je peux avec les étudiants, mais ça se passe très bien. Donc voilà, je suis bien usagère, je suis malade chronique avec tout plein de petites maladies, voilà. Pas besoin de te justifier. En tout cas, merci de ta présentation. Et on va répondre aux questions alors tout à l'heure. Malheureusement, tu ne seras pas avec nous, Nolwenn, tout à l'heure, mais notamment la question autour de l'empathie. Je vous invite vraiment à revenir cet après-midi en fait, entre 14h et 16h parce qu'on a toute une présentation justement d'un dispositif d'enseignement autour de l'empathie à destination des étudiants que Nolwenn justement nous a un peu concocté. Voilà. Alors, on va passer à la présentation suivante et je tiens à remercier nos deux intervenantes jusque-là parce qu'on réussit à tenir le timing. Et je vais passer la parole d'abord à Isabelle Guyon qui va nous présenter d'autres exemples en fait, de développement du partenariat dans l'enseignement. Isabelle, c'est à toi. Isabelle, ton micro n'est pas activé, juste. Je vais essayer de je t'ai fait une demande d'activation du micro. Je devrais la recevoir. Voilà, c'est parfait. Ça marche? Ah, parfait. Donc, bonjour. Alors, je m'appelle Isabelle, j'ai 48 ans et je suis patiente partenaire au sein de l'association de formation pour le partenariat de soins à Quimper. Voilà, donc il y a 2 ans, on m'a diagnostiqué un cancer dont je suis en rémission. Et donc, à la fin de mon parcours de soins, j'ai vraiment ressenti le besoin de donner du sens à cette expérience. Et lors de la pratique d'activité physique adaptée, après mes traitements, eh bien, j'ai rencontré Marie-Laure Soubigou, qui est membre du bureau de l'association donc AFPS. Puis je lui avais fait part de mon souhait d'être utile. J'avais vraiment envie d'agir et de faire quelque chose qui ait du sens, que cette maladie ne me soit pas arrivée pour rien. Et je devais en faire quelque chose de positif. Du coup, elle m'a parlé de son association et m'a expliqué que j'avais un savoir expérientiel de la maladie et que cela était important dans le partenariat de soins.
Alors moi, je n'étais pas du tout issue du milieu médical, hein, j'étais dans le tourisme. Je n'étais pas très sûre de moi, mais bon, je me suis quand même laissée embarquer dans cette aventure. Alors, nous avons d'abord eu une première journée de rencontre à la faculté de médecine de Brest en décembre dernier. Et lors de cette journée d'information, nous avons une présentation de l'association avec la rencontre de toute l'équipe d'Estelle Michelet. Et puis, il y avait aussi une dizaine d'autres patients venus d'horizons différents. Alors, certains étaient déjà membres d'une association par rapport à leur maladie chronique et d'autres étaient représentants des usagers ou, comme moi, des patients lambda. L'objectif pédagogique donc de l'AFPS, c'était d'intervenir auprès d'élèves de 5e année de médecine sur le thème de la lexicovigilance, donc sur la communication verbale et non verbale en consultation et par le jeu de la simulation. Ensuite, chaque patient présent ce jour-là, nous avons dû, en fonction de notre histoire, de notre vécu, de notre maladie, élaborer un petit scénario sur une rencontre ou une consultation avec un médecin. Alors ensuite, nous avons une deuxième journée très rapidement, début janvier, toujours à la faculté de médecine de Brest. Et là, vraiment, je remercie toute l'équipe de la FPS parce qu'ils nous ont vraiment bien accompagnés et aidés dans la rédaction de nos scénarios. Ce n'est pas toujours évident. Et puis, nous avons pu mettre dès ce jour-là en situation nos petites scénettes grâce à la participation de 2 étudiants en médecine qui se sont bien prêtés au jeu. Donc, le premier était en 6e année et le second était interne en premier semestre. Cela nous a permis donc de voir l'impact sur les étudiants et de réajuster le contenu et l'orientation de certains scénarios par rapport à des expériences délicates. L'objectif était bien sûr la prévenance et la bienveillance. On n'était pas là pour les mettre en difficulté. Voilà. Ensuite, nous avons commencé nos interventions qui se déroulaient par demi-journée dans la salle de simulation de la faculté de médecine de Brest. Alors, nous étions 2 patients partenaires, dont mon binôme est présent aujourd'hui, donc Alain, Alain Vidal. Nous étions donc avec 7-8 étudiants, donc de 5e année, avec un formateur professionnel de santé. Alors, le jeu de la simulation, c'était se baser sur une consultation chez un médecin. Alors, cette consultation, elle était fractionnée en 3 parties de 5 minutes chacune. Alors, la première concernait l'accueil et le début de l'entrevue avec un premier étudiant. À la fin, cet étudiant revenait dans la salle avec tout le monde et exprimait tout de suite son ressenti de l'expérience vécue. Ensuite, il y avait l'auscultation physique avec un autre étudiant, 5 minutes, pareil. À la fin, il revenait et exprimait son ressenti. Et pour terminer, il y avait la décision partagée, la fin de l'entretien, avec un 3e étudiant. Ensuite, venaient les moments d'échange, donc entre les étudiants observateurs, l'analyse de la situation, les interactions, leur point de vue, ce qu'ils avaient ressenti, ce qu'ils auraient fait. Et puis également le débrief du patient acteur, son ressenti, ce qu'il attendait de cette consultation, ce qu'il avait apprécié, ou au contraire, ce qui pouvait aussi l'avoir surpris. Il y avait également après l'analyse du patient observateur, parce que chacun ayant vécu la scène différemment, les briefings de ce fait étaient très complémentaires. Et puis le patient formateur de santé qui lui animait, répondait aux questions techniques, relançait quelquefois la discussion et puis concluait. Ensuite, pour compléter tout cela, nous avions des petits scénarios de 5 minutes qui de ce fait donc impliquaient absolument la participation de tous les étudiants. Donc là, par exemple, sur les petites scénettes, ça pouvait être un patient qui arrivait avec juste des douleurs au bas-ventre. Et voilà, l'étudiant devait s'adapter. Alors, on a vu que l'impact sur les étudiants, c'était extrêmement, extrêmement positif. Bon, déjà, d'une part, ils n'avaient pas la pression de l'évaluation par rapport à leur cursus. Et puis, l'exercice se déroulait dans un contexte très sécurisant et bienveillant. Ils étaient en petits groupes. De ce fait, ils se sentaient bien plus à l'aise pour pouvoir s'exprimer et prendre la parole. Ça laissait plus de place à la spontanéité et à l'interaction. Et puis, comme ils devaient tous se prêter au jeu de la simulation, donc ça les faisait aussi un petit peu sortir de leur zone de confort. Et le fait de se savoir observer, ce n'est pas toujours évident.
Le plus difficile, c'est toujours d'y aller, mais voilà, on oublie très vite le fait d'être observé. Et puis, ce qui a été très important, c'est que ça a été pour eux l'occasion surtout d'être confrontés à de vrais patients avec des problématiques très diverses. Et ça les a amenés à réfléchir en tant que futurs praticiens sur leurs attitudes et leurs comportements. Et ça, ils ont vraiment apprécié. Ils ont pris conscience que les patients n'étaient pas des numéros. Et effectivement, pour reprendre un petit peu Nolwenn précédemment, on sent bien que l'empathie diminue avec les années. Et là, ils reprennent conscience, ça recentre un petit peu sur le patient. Ils prennent conscience qu'ils sont tous différents, avec plus ou moins une expérience sur leur maladie, sur le ressenti du moment, qu'ils ont des émotions propres. Et ça nécessite au médecin de s'adapter, d'apporter une écoute et puis d'être beaucoup plus attentif aux attentes et aux besoins du patient. Ce qui signifie comprendre également les sous-entendus et les non-dits. Et en retour, de s'assurer de la bonne compréhension du patient. Ils se sont donc rendus compte de l'importance de la communication sous toutes ses formes, et afin d'établir une relation de confiance avec le patient pour pouvoir avancer ensemble. Voilà. Moi, cette expérience m'a énormément apporté. Ça a été très, très enrichissant, humainement déjà, la rencontre avec les élèves, leur vision sur leur futur métier, comment ils s'imaginent, leurs doutes aussi. Bon, évidemment, l'équipe de la FPS qui a été, pareil, extrêmement bienveillante, motivante, toujours positive. Et puis, moi, j'ai eu un sentiment d'utilité, de pouvoir transmettre grâce à mon parcours de soins. C'était très valorisant. Et puis, je souhaite que cette démarche, surtout, elle devienne pérenne parce que cette formation a fait, ou en tout cas fera changer le regard du futur soignant sur le patient. Parce que c'est certes extrêmement remarquable d'être riche d'un savoir scientifique, mais en prenant le patient dans sa globalité, ça apporte vraiment une dimension plus humaine dans le parcours de soins. Et puis, ça permet d'avancer ensemble. Voilà, et je trouve que c'est vraiment complémentaire avec leur cursus. Voilà ce que je peux dire sur notre expérience brestoise dans le parcours de soins. Merci beaucoup Isabelle. Et pour la petite histoire, c'est une action qui est reconduite puisque ça redémarre en septembre. Donc effectivement, ça va pouvoir se refaire. Eh ben, c'est super, je suis très contente. Donc tu as encore de l'investissement à donner. Il n'y a pas de problème, je suis motivée. Je vois ça, c'est super. Merci beaucoup. Du coup, je vais passer la parole à Cathy Simonet qui est salariée de la maison associative de la santé, qui est aussi une union associative et qui peut nous donner l'expérience de leur programme d'éducation thérapeutique du patient. À toi, Cathy. Merci Maude. Donc oui, Cathy Simonet, donc je suis chargée de la dynamique associative à la maison associative de la santé. La maison associative à la santé, pour les personnes qui ne connaisseraient pas, c'est une fédération, une union d'associations qui œuvre pour les personnes, qui regroupe des personnes, des associations de personnes malades en situation de handicap et des associations d'accompagnement. Donc, la maison associative de la santé, en octobre 2018, même en 2017, c'est vu proposer par une association de patients, l'association AFA, maladie de Crohn, l'idée de faire un programme d'éducation, de porter un programme d'éducation thérapeutique du patient sur bien vivre, mieux vivre avec une maladie chronique, des maladies chroniques. Donc, un programme construit donc avec et par des patients et des professionnels, donc bien l'idée du partenariat, d'une co-construction. Donc, un programme pour l'éducation thérapeutique, un programme d'éducation thérapeutique, c'est quoi? C'est de permettre aux patients atteints d'une maladie chronique d'agir pour améliorer sa vie au quotidien, d'acquérir une plus grande autonomie, une meilleure gestion de sa maladie. L'objectif donc de ce programme, c'était bien de permettre aux patients d'accéder et d'acquérir une plus grande autonomie, alors donc à travers les aspects psychosociaux. Donc là, on est dans un programme hors les murs de l'hôpital, dans un programme mené au sein d'une structure associative et sur Rennes. Et donc, sur les compétences psychosociales, j'y viendrai un peu plus tard. Donc, ce programme s'adresse à qui? Donc, on a dit, je redis, à toute personne atteinte de maladie chronique. Donc,
l'association, enfin Sylvie Mauboussin, hein, qui représente toujours l'association AFA Maladie de Crohn, est venue très enthousiaste nous parler de son envie et de se dire que la maladie de Crohn n'était pas la seule maladie chronique à devoir être portée dans un programme d'éducation thérapeutique hors les murs, mais plutôt d'associer d'autres associations de malades chroniques. Ce que nous avons fait. Et en octobre 2018, on a eu le premier bilan éducatif auprès de patients et ce programme a réuni une trentaine de patients. Donc un programme co-construit, mais aussi animé par des patients, un binôme de patients partenaires et de patients et de professionnels de santé. Donc sur des programmes avec des ateliers, au départ 8 ateliers alors là j'ai réduit à 6 parce que je suis sur l'actualité et l'actualité 2020, on est revenu sur 6 ateliers, mais le premier atelier, faire connaissance et comprendre ensemble les maladies chroniques, le point de départ de ce programme d'éducation thérapeutique, l'estime de moi de la tête aux pieds. Donc, connaître et gérer ses émotions, je bouge et je m'éclate en respectant mon corps, me nourrir en équilibre et plaisir, ma vie affective et sexuelle. Donc, autant d'ateliers avec un parcours. Donc, le patient a fait son parcours, un bilan éducatif partagé, un choix après, un choix de parcours du patient à travers ses propositions d'ateliers. Et donc, après, un bilan et une transmission donc, au médecin généraliste. Donc, un programme, une première session qui s'est terminée en juin 2019, qui devait débuter là, évidemment un peu plus tôt sur l'année 2020, mais voilà, l'expérience, la période Covid nous fait ralentir un petit peu ce processus, mais nous repartirons bien en septembre avec ces ateliers que vous voyez à l'écran et avec les premiers bilans éducatifs et ainsi de suite. C'est un programme que nous avons sur 4 ans, jusqu'en 2022. C'est un programme à la fois, donc je vous ai dit, qui est porté par des patients, par des professionnels et même dans notre comité de coordination. Et je remercie, je sais qu'elle est dans la salle, Marie-Annick Lemaître, qui représente le conseil d'administration de la Maison associative de la santé, patient, et qui co-anime ce programme d'éducation thérapeutique avec moi-même et Marion Garando, coordinatrice à la Maison associative de la santé. Voilà, j'en ai terminé. Je pourrais répondre après à certaines questions, si vous en avez. Merci. Merci, Cathy, de ton intervention sur un partenariat, un exemple de partenariat qui est un peu sorti de l'enseignement, mais qui se veut en fait illustratif d'un partenariat professionnel usager et particulièrement porté du coup par les usagers. Alors, on va passer un temps maintenant d'échange, de questions, de commentaires par rapport aux présentations précédentes. Et si vous voulez bien, on va commencer directement par une intervenante qui doit partir, Nolwenn, du coup. Comme on est ponctuel, tu as 5 minutes pour répondre à quelques questions. Et il y a eu des questions, en fait, notamment autour de l'empathie, qui me semble intéressant que tu puisses apporter un éclairage. C'était notamment la question de l'empathie s'enseigne-t-il ou tel, je ne sais plus, l'empathie s'enseigne-t-il, elle, s'enseigne-t-elle, ou doit-elle au contraire s'expérimenter? Voilà. Ça, c'était la première question. La deuxième question, bah, oui pour l'empathie, l'enseignement de l'empathie, mais quid de la formation, de l'enseignement en formation continue et pas uniquement en formation initiale. Voilà, c'était un petit peu ces éléments-là, si tu pouvais nous faire un retour là-dessus, Nolwenn. Ok, bien sûr, avec plaisir.
Est-ce qu'on enseigne l'empathie? C'est une bonne question. Je me demande même si ça pourrait pas faire l'objet d'une thèse ou un truc comme ça, parce que on se l'est posé pas mal de fois. Je peux vous parler en fait de l'expérience, de la petite expérience que j'ai. Donc, on a décidé avec l'IFPEC, donc c'est l'Institut de formation des podo-ergo-kinés, et ben non pas de l'enseigner, mais de faire prendre conscience à des jeunes qui rentrent dans l'école, donc ils ont, on va dire, entre 18 et 20 ans, de ce qu'est l'empathie et comment la conserver aussi. L'empathie, on sait que c'est un échange d'émotions aussi, donc on espère que par cette formation, ils apprendront aussi à mieux se connaître eux en tant que personne, en tant qu'individu, et pour aussi avoir envie de capter les émotions de l'autre. Enfin voilà, on essaye d'abord de travailler sur eux, sur leur représentation, parce que l'empathie, c'est pas que dans le soin, on l'a tous les jours dans notre quotidien, en famille ou dans les relations qu'on a, peu importe. Mais c'est d'avoir conscience de ce qui est empathique et ce qui n'est pas empathique, c'est déjà la travailler, cette empathie, quelque part. Donc sans en faire des caisses et sans en faire un savoir académique, c'est faire prendre conscience qu'il y a des gestes du type des soignants qui sont debout au pied d'un chevet, d'un malade qui est lui dans son lit et qui veut poser une question mais qui ne comprend rien à ce qui est dit au pied de son chevet avec les 4 ou 5 professionnels debout qui parlent entre eux de la situation de la maladie, bah, c'est pas une situation empathique. Et pourtant, c'est une situation qui est tellement vécue. Et en fait, quand ils prennent conscience de ça, ils peuvent aussi, les élèves, arriver avec leur regard critique au moment de leur stage, échanger, prendre conscience aussi que peut-être que eux n'auraient pas fait comme ça, s'autoriser à penser différemment de leur maître de stage, ou au contraire de se dire waouh, ce maître de stage, effectivement, il a des notions d'empathie que tous les professionnels n'ont pas. En fait, on est là juste pour poser des graines. Hein. Après, ils vont la développer ou pas. On n'est pas, c'est pas un savoir académique, mais par contre, de les titiller là-dessus, de leur faire prendre conscience qu'il y aura que c'est en leur pouvoir, en eux, c'est un super pouvoir qu'ils ont en eux, de pouvoir la développer ou pas l'empathie. Et des conséquences de l'empathie et des conséquences de l'empathie. Et c'est expérimenté, et d'où l'intérêt de travailler ce type de savoir un petit peu philosophique dès la première année pour qu'ils puissent partir en stage avec cette expérimentation, qu'ils puissent aller en stage dans les hôpitaux, dans les EHPAD, qu'ils puissent aller en stage chez le praticien après avec ces notions pour que la petite graine justement puisse germer et que ça les titille au moment où ils expérimentent. Et quid de la... Pardon. Non, c'est bon. Et quid de la formation continue? Effectivement, maintenant, tous ceux qui sont sortis de l'université, on ne va pas leur demander de revenir pour rebâtir. Par contre, ce qui est super intéressant, dans les partenariats que moi j'ai pu avoir cette dernière année avec les médecins, les infirmiers, les kinés avec qui j'ai pu travailler, c'est que finalement, les personnes qui reviennent, qui reviennent pour prendre de l'information et créer un partenariat patient, ça les stimule en fait. En fait, ils disent « Ah mais oui, c'est vrai que c'est des questions que je ne m'étais pas posées. Tiens, c'est vrai que c'est une relation avec… » On crée une relation avec un patient qu'ils n'ont pas dans leur parcours professionnel. Je pense à mon binôme de médecins généralistes avec qui je travaille. Ils me disent souvent, on ne peut pas parler comme ça avec nos patients, nous, comme on te parle avec toi, Nolwenn. Donc, quelque part, ça me remet en question dans mes pratiques. Tiens, j'ai changé ça. Maintenant, j'avertis, quand j'ai un peu de retard, j'avertis ma salle d'attente que je vais avoir un peu de retard. C'est flatteur plutôt, vous voyez. On ne va pas tous aller les rechercher pour les remettre sur les bancs de la fac, ce n'est pas le but non plus. Mais par contre, ceux qui veulent, et ceux qui veulent créer un partenariat, déjà, ils font un pas, en fait, à vouloir revenir dans… C'est des trucs philosophiques qu'on s'échange, en fait. Et créer de l'échange, créer du partenariat, c'est bénéfique pour nous, patients, et j'espère aussi pour les soignants. Mais ça, je laisserai les soignants dire, du coup. Merci Nolwenn de ton retour, et peut-être qu'on peut apporter un complément d'éclairage, Isabelle, si tu souhaites, par rapport à ton intervention et votre formation sur justement cette empathie. Est-ce que ça s'enseigne et comment ça s'enseigne? Non, je ne pense pas que ça s'apprend et ça s'entretient. Je ne pense pas qu'il y ait d'enseignement particulier, mais il faut en prendre conscience. Merci Isabelle. Et peut-être aussi que je pense que le terme enseignement résonne différemment en fait.
chez nous. Et peut-être que la notion d'enseignement, c'est aussi tout simplement la notion de sensibilisation, d'accompagnement tout au long du cursus de la formation. Oui. Et que la représentation un peu historique nationale qu'on peut avoir de l'enseignement n'est sans doute pas partagée par tous. Mais en tout cas, un besoin de formation. Je vais passer la parole à Maud pour une autre question. Oui, donc il y avait des questions qui tournaient autour de quels sont les points de vigilance à avoir quand on veut être patient enseignant, patient partenaire, patient formateur. Et puis tout ce qui touchait aussi quel cursus de formation pour le patient enseignant, etc. Est-ce que Francine, Nolwenn ou Isabelle, vous voulez nous parler un petit peu de vous, du coup, nous dire un petit peu qu'est-ce qui pour vous est essentiel à avoir pour être patient, formateur ou impliqué dans un partenariat? Isabelle? Allez. Allez. Eh bien, faut déjà être à l'écoute, faut déjà avoir, faut avoir envie de donner quelque chose. Déjà avoir envie, oui, de transmettre, de donner, de faire partager. Et puis, si cette expérience, voilà, peut faire écho et toucher ou éveiller en face, ben voilà, c'est gagné, quoi. Mais oui, il faut avoir déjà envie de donner, d'être utile, d'être utile, quoi, d'être actif, d'être acteur et d'être actif. Ok, merci beaucoup Isabelle. Francine, est-ce que tu veux compléter? Moi, je veux bien compléter parce que j'ai été, je faisais des consultations. En fait, je participais avec un médecin à Pontchaillou, en fait, pendant les consultations de dermatologie. Et c'est vrai que l'importance, c'était aussi d'être à l'écoute, d'être complémentaire du médecin, puisque le but, c'était ça, c'était d'aider le patient à préparer sa consultation, de l'écouter sur sa maladie et en fait, là aussi, c'était créer un lien et de l'empathie aussi vis-à-vis du patient, mais aussi c'est le rassurer et de l'aider, de préparer sa consultation vis-à-vis du médecin, puisque de toute façon, c'est toujours la peur de ne pas comprendre, qu'ils voient que le médecin est trop pressé, donc ils n'osent pas poser leurs questions. Et c'est ça aussi d'être à l'écoute, de servir à quelque chose, comme disait tout à l'heure Isabelle. C'est aussi en tant que patient et ayant une maladie chronique, on se comprend mieux et on peut aider aussi les autres. Je pense que de toute façon, les associations de patients et les patients, qu'ils soient enseignants ou autres, peuvent aussi être d'une aide vis-à-vis du médecin. Ça peut être que complémentaire. Ça devrait. Merci Francine. Et pour rebondir là-dessus, il y a des questions qui sont sorties autour de la stratégie d'implémentation d'un dispositif de partenariat entre usagers et professionnels. Et au regard notamment de ta participation au Conseil de l'engagement au niveau national, est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu sur, notamment au niveau des instituts de formation au sens large, faculté de médecine, IFSI, IFPEC, etc. Quelles recommandations tu pourrais nous formuler sur la stratégie à développer au sein de nos structures d'enseignement pour favoriser le développement du partenariat dans l'enseignement? Alors, moi, je ne connais pas trop l'enseignement. Hein. Je peux parler du partenariat dans les établissements, puisque je suis représentante des usagers, donc le partenariat dans les établissements, je connais un peu, et je suis présidente d'une commission des usagers d'un groupe sur la région Bretagne. Donc, c'est créer le partenariat, une orientation stratégique, ça peut venir que de la direction, ça doit partir du haut. Et puis, pour pouvoir mettre des stratégies en place et construire aussi des partenariats avec les différents représentants des usagers des établissements, mais aussi des usagers, puisque aujourd'hui, on veut associer des usagers, en fait. Alors, pour le Conseil de l'engagement des usagers de la Haute Autorité de Santé, donc, on a des avis à donner sur des… Alors là, je parle de la certification V2020, puisqu'on y est actuellement, et on a des fiches, justement, comment on peut améliorer l'implication des représentants des usagers et des usagers dans les établissements.
Alors, l'enseignement, moi, je suis un peu mal placée pour parler de l'enseignement parce que je ne connais pas trop. Vaut mieux demander soit à Isabelle, soit je ne sais plus qui a parlé tout à l'heure. Parce que là, l'enseignement, moi, je ne connais pas trop, en fait. Merci, Francine. Alors, il y a une question supplémentaire et assez importante là, qui revient régulièrement dans le fil de discussion. C'est la question de la formation des patients enseignants. L'idée de est-ce que la formation, quel type de formation en fait les personnes, patients enseignants, patients partenaires dans l'enseignement ont-elles ou ont-ils suivi? Est-ce que cette formation est indispensable? Est-ce qu'il y a des entretiens avec éventuellement d'autres enseignants, voire des psychologues? La place des assos également dans l'enseignement. Alors, est-ce que Isabelle, éventuellement, tu pourrais nous apporter un élément de réponse autour de cette question? Moi, j'ai eu un entretien, bien sûr, avec l'équipe de la FPS. Puis, bon, on a parlé un petit peu de mon parcours. Et c'est vrai que même si je ne suis pas du tout issue du milieu médical, dans mon parcours professionnel, j'ai été en contact ou amenée à former des stagiaires, du personnel saisonnier. Et donc, voilà, j'avais déjà un petit peu une sensibilité par rapport à la formation au niveau des jeunes. Voilà, et ensuite, c'est vrai que c'est l'entretien avec l'équipe de la FPS qui, comme ils sont des formateurs de santé de tous horizons, aussi bien médecins généralistes que psychologues, voilà, ça a été surtout par un entretien que la décision a été prise, savoir si le profil correspondait. Alors, dans ces cas, merci de cette réponse, Isabelle. Désolé un petit peu, vous nous voyez discuter Ouais. dans un même local. Et éventuellement, ce qu'on se disait, c'est qu'on allait vous proposer peut-être un éclairage un peu plus national ou international. Oui. Et Alexandre se propose d'apporter des éléments autour de la formation des patients partenaires ou de la non-formation. Oui. Alexandre? Bon, en gros, il y a différentes écoles. Il n'y a pas de modèle, hégémonique, enfin dominant là-dessus. Il y a plusieurs façons de faire. Il y a des facultés de médecine qui ont choisi d'y aller avec des modes diplômants, qui considèrent qu'effectivement, il faut faire un DU, il faut faire des formations particulières, que ce soit au niveau de la pédagogie, c'est-à-dire comment aborder des étudiants de manière pédagogique pour faire passer des idées, changer des comportements, etc. Mais alors, à ce moment, ce qui est intéressant, c'est de se questionner, est-ce que la majorité des professionnels qui interviennent ont cette formation eux aussi en pédagogie? Et ce qu'on a pu voir, moi, je suis moins compétent et moins outillé des fois en termes de pédagogie que les patients formateurs qui arrivaient et qui étaient surmotivés et surpréparés. Donc, des fois, ça peut aussi avoir l'effet inverse. Donc, ça peut donner de la crédibilité, de la légitimité, mais ça peut être parfois même menaçant ou ça peut être inquiétant ou déstabilisant pour les professionnels. Donc, il y a un équilibre à trouver. Et d'autres qui considèrent qu'en fait, la vie avec la maladie est une formation en tant que telle et que ces personnes-là, avec l'expérience qu'ils ont eue, le degré de réflexivité, le retour d'expérience qu'ils ont eu quand ils ont essayé de réfléchir à l'impact de leurs différentes expériences de soins, a été déjà source de réflexion, d'encapacitation, de développement d'outils réflexifs qui permettent d'être en dialogue avec les autres. Et en plus, une grande partie des patients enseignants, souvent, ont déjà aussi été impliqués dans la vie associative. Donc, ils ont déjà contribué en général à des actions collectives qui avaient pour but de changer les comportements ou de faire évoluer certaines visions de la santé. Donc, il y a vraiment différentes écoles. Après, on pourrait répondre pour Rennes, qu'est-ce qu'il y a à Paris 13, qu'est-ce qu'il y a à Lyon, qu'est-ce qu'il y a à Montpellier, qu'est-ce qu'il y a à Montréal et dans d'autres facultés. Mais juste pour répondre qu'il y a plusieurs écoles. Et ce qui dépend, il y en a certains qui choisissent donc, soit le diplôme ou une autre perspective qui existe aussi, c'est la mise en situation. On considère que ça ne prend pas de formation, mais par contre, les patients qui veulent s'intégrer dans un groupe d'échange de pratiques, comme on a présenté, ou de la simulation, ou un atelier d'éthique clinique, etc., on les met en situation, on simule ça avec un autre groupe, et on voit comment ça se passe si les personnes ont en fait tout simplement les compétences pour réaliser cette activité. Donc, il n'y a pas besoin de ce fait-là d'avoir des diplômes, des choses à regarder en amont. On regarde juste en contexte concret, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que la personne se sent à l'aise? Est-ce qu'elle se sent utile? Est-ce qu'elle pense qu'elle peut réellement contribuer au développement professionnel des étudiants ou des professionnels qu'elle voit? Donc, voilà. Après, on pourra vous présenter plus en détail. On pourra vous donner accès à 2-3 conférences plus détaillées sur tout ce qui existe là-dessus. Mais aujourd'hui, c'était vraiment introductif pour vous montrer ces différentes écoles de pratique. Cet après-midi, ça va aussi s'éclairer pour ceux qui peuvent aussi se connecter cet après-midi. Et il va être aussi enregistré, donc on pourra aussi vous renvoyer le lien, il n'y a pas de souci.
Et on voit même qu'au-delà de la formation, vous avez mis vous-même des commentaires sur la prise de recul qui peut être demandée au patient par rapport à sa pathologie, par rapport à son vécu personnel, par rapport à l'annonce d'un diagnostic qu'on lui aurait fait. Et puis, d'autres personnes nous disent aussi qu'il y a besoin d'être dans la construction et pas forcément dans la rancœur pour qu'on puisse avancer ensemble et être vraiment dans un partenariat. Il y a encore d'autres questions, du coup? Il y a notamment une question là, des participants sur les échanges que vous pourriez poursuivre entre vous. Sachez que là, on va vous remettre le lien vers le questionnaire pour vous inscrire et donner vos contacts, nom, prénom, adresse mail. Et ensuite, on vous diffusera l'ensemble du tableau à l'ensemble des participants et du coup, vous pourrez reprendre contact avec vous. Alors, une autre question qui portait plus sur la place… Voilà, vous avez une réponse. Et donc, la question par rapport au partenariat en milieu de psychiatrie entre professionnels de la psychiatrie et usagers de la psychiatrie. Et alors, on ne vous a pas proposé d'exemple aujourd'hui particulièrement, mais par contre, alors il y a des personnes qui ont évoqué là dans le fil de discussion qu'il existe des DU, notamment autour de la diplôme universitaire. Merci Maud. Autour de la pérédance en santé mentale à l'Université de Lyon. Donc, on voit qu'il y a des dispositifs de formation spécifiques pour développer le partenariat, alors soit entre usagers, soit usagers professionnels, notamment à Lyon. Et puis, on vous mettra également dans les expériences remarquables en référence l'expérience de DESHMA, qui est une expérience qui a eu lieu à l'Université catholique de Lille, où en fait il y a un partenariat dans l'enseignement qui est développé avec des personnes du coup usagères de santé mentale et des professionnels de l'enseignement, et où les personnes usagères ont toute leur place dans l'élaboration de l'information, dans la réalisation de l'information et ensuite de l'évaluation de la formation. Là, il y a des personnes qui contribuent du coup à cette réflexion-là. Il y a la notion de pérédance qui est diplômée et rémunérée dans un certain contexte d'intégration d'équipes soignantes. Un élément du coup qui vient compléter également, c'est la notion d'évaluation du dispositif. Comme l'a présenté Francine dans sa première présentation, il est hyper important d'avoir cette dernière étape, la d'évaluation du dispositif. On a parlé de co-construction et l'idée qu'on porte nous au sein du groupe PRM, en effet, c'est de aussi pouvoir évaluer toutes ces interventions, toutes ces expériences de partenariat pour ensuite, d'une part, en tirer tous les bénéfices, mais également pouvoir les améliorer et les faire progresser. Voilà. Je vais repasser la parole à ma collègue. Non, on n'a pas. Alors, il y avait la question également, alors comment faites-vous pour évaluer? L'idée de l'évaluation, là, par exemple, si on prend une expérience qui va être présentée cet après-midi sur le co-enseignement dans le cadre des groupes d'échange de pratiques à destination des internes de médecine générale, dont 3 patients, 3 usagers là, du groupe PRM participent. On a en fait une évaluation un peu qualitative par des entretiens de groupe qui sont réalisés avant intervention en fait, des patients partenaires et après intervention des patients partenaires au sein de l'enseignement, ce qui permet notamment d'aller explorer l'acceptabilité en amont du dispositif par les étudiants et puis en aval, ensuite, d'aller évaluer un peu l'évolution des représentations des étudiants et ensuite, quel apport en fait, ces personnes, les étudiants, ont pu avoir par la présence des usagers au sein de l'enseignement. Et en fait, ça, au niveau littérature nationale, internationale, c'est un peu décrit, mais relativement peu. Mais
globalement, on commence à avoir une description sur le fait que l'apport de l'usager va notamment dépendre un petit peu du recul qu'il a pris un peu sur son expérience, sur son savoir expérientiel. Il y a notamment la notion de savoir expérientiel implicite, c'est-à-dire la personne vit une expérience, mais ne l'a pas, on va dire, pris complètement en conscience et ne l'a pas formulée ou explicitée. Et on a après la notion de savoir expérientiel explicite, qui a l'expérience de vie avec la maladie qu'a la personne usagère, du coup, est réellement prise en conscience, conscientisée et explicitée par elle-même. Ce qui permet après, d'autant plus facilement, d'aller apporter ces éléments-là à des étudiants dans le cadre de formation. Voilà, donc ça c'est une modalité d'évaluation, mais bien sûr, en fait, il en existe plein d'autres dans le cadre de ces formations. Et là, Alexandre nous complète et peut-être qu'on vous enverra également dans les références de cette journée d'autres démarches d'évaluation, notamment sur l'Amérique du Nord. Voilà. Je passe la parole à Maud. Oui, puis pour compléter par rapport à l'évaluation, Isabelle, tu pourras peut-être en dire un mot aussi par rapport à l'expérience de Brest avec la simulation qu'il y a eu, mais à chaque fois, les étudiants avaient un questionnaire d'évaluation à remplir en fin de séance d'évaluation. Et ce qu'on a effectivement remarqué dans les résultats, c'est qu'ils avaient déjà ce cours les années précédentes avec des acteurs. Et du coup, là, ce qu'on cherchait à voir aussi, c'était est-ce qu'il y a eu un impact? Est-ce que c'était plus pertinent d'avoir des patients présents plutôt que des acteurs? Et le retour était plutôt oui. Ça change complètement. Les étudiants nous ont dit qu'ils avaient vraiment le sentiment, le ressenti d'être dans la réalité et de ne pas jouer un rôle en fait. Donc, on a vu effectivement sur les deux organisations avec acteurs et avec patients une évolution par rapport à l'impact vers les étudiants. Il y avait une question aussi pour Francine et Isabelle qui tournait autour de la confrontation dans le partenariat. Est-ce que dans le partenariat, on doit toujours être d'accord avec notre partenaire, par exemple? Non. Non, moi je peux répondre non. Non, c'est le but de la construction du partenariat. Francine, ton micro s'est coupé, tu as dû appuyer. Excuse. Oui, ouais. Je disais que non, le partenariat, c'est pas toujours, on ne doit pas toujours être d'accord. En fait, ça se construit le partenariat. Et même si on a un désaccord dans le partenariat, à un moment donné, il faut que ça arrive à se croiser et qu'on arrive à trouver un compromis dans ce partenariat, que ce soit pour un traitement, que ce soit pour tout ce qui est construction du partenariat quand c'est soignant-soigné. Quand c'est un partenariat en tant qu'usager ou représentant des usagers dans les établissements, c'est pareil. On n'est pas non plus, on ne doit pas toujours être d'accord et c'est justement ce désaccord qui permet de mettre des actions en place. Isabelle, tu veux compléter? Oui, je suis d'accord avec Francine. On n'a pas toujours à être d'accord. C'est ce qui permet justement d'avoir les opinions différentes et c'est ce qui fait la communication. Voilà, et la communication, chacun, et c'est ce qui sert à faire avancer, même si on a des opinions divergentes. Oui, il y a toujours un moment où il faut que ça trouve un chemin. Mais voilà, c'est ce qui fait que c'est beaucoup plus riche. Merci. Merci Isabelle. Je reprends la parole pour vous présenter un autre dispositif d'évaluation qui en fait a été mis en place par ma partenaire de gauche, ma co-animatrice, et je lui passe la parole. On tourne l'écran en fait, vous voyez, c'est un petit jeu d'ordinateur là. Effectivement, dans les groupes d'échange de pratiques, donc pour les étudiants en 8e année où vous aurez des précisions beaucoup plus complémentaires cet après-midi, il y a eu des patients qui ont co-animé avec des médecins enseignants. Et en fait, on a construit, donc les 3 patients ont construit un dispositif d'évaluation pour voir un petit peu si les étudiants ne se sont pas sentis en difficulté par rapport à la liberté de parole qu'ils auraient pu, ils auraient pu se sentir un peu coupés dans leur liberté de parole d'avoir un patient là et de s'empêcher d'exprimer des choses, puisque le but de ce petit groupe d'échange, c'est justement de faire exprimer les pratiques. Donc, il ne fallait pas que ça ait cet impact-là. Et donc, il y a un questionnaire qui est en train de tourner là, en ligne auprès des étudiants. Donc, il y a 30 étudiants qui ont bénéficié des groupes d'échange de pratiques co-animés.
Et on a fait aussi un questionnaire pour les médecins qui ont du coup co-animé avec un patient enseignant. Donc, on pourra vous renvoyer les résultats. Là, pour l'instant, c'est en train de tourner. Il devrait donner réponse fin juin. Donc, je pense qu'à chaque dispositif, il peut y avoir une implication de l'évaluation en fonction de ce qu'on cherche. Merci Maud de ce retour. Je crois qu'il y a la notion dans le fil de discussion de cohérence ou en tout cas d'entente. En effet, nous on parle beaucoup d'affinité et de feeling en fait entre le binôme ou les binômes patient-enseignant et professionnel-enseignant. C'est sûr que de même que deux professionnels enseignants pour enseigner ensemble ont à un moment donné besoin d'avoir une certaine affinité ou en tout cas de construire leur relation. La notion de relation d'enseignement et de partenariat dans l'enseignement est aussi à construire entre un patient enseignant et un professionnel enseignant. Mais ça, en fait, il n'y a rien de spécifique au partenariat entre un professionnel et un patient. Voilà. Juste par rapport à la question de Jeanne-Maude sur est-il envisageable de mesurer les effets de ce partenariat sur la qualité des soins? Alors peut-être au Canada, effectivement, parce que ça fait des années qu'ils ont mis en place ce dispositif-là. Nous, ce qu'on a pu noter dans l'expérience qu'on a fait avec les groupes d'échange de pratiques, c'est que même les médecins enseignants, lorsqu'il y avait une prise de parole du patient, c'était l'exemple, c'était ça touchait au retard, la prise en charge quand en fait le médecin était en retard. Et donc, ce que ça pouvait impliquer dans la difficulté de vie au quotidien par rapport aux patients. Et ça a même changé la pratique du médecin qui co-animait avec le patient qui a pu s'exprimer là-dessus, puisque maintenant, il est beaucoup plus vigilant quand il sait qu'il va avoir du retard. Il va prévenir les personnes dans la salle d'attente en leur disant « Écoutez, excusez-moi, j'ai du retard ». Et puis, il donne une estimation du retard, ce qui fait que les personnes peuvent aller éventuellement faire 2-3 courses pendant ce temps-là. Donc, oui, on a l'impression qu'il y a un impact. Pour l'instant, on a du mal à le mesurer de façon très officielle. C'est des choses qu'on entend, qu'on essaye de tracer et qui vont probablement se multiplier sur le dispositif de Rennes. Merci Maud. Du coup, il est 11h20. On arrive à bien avancer là, sur notre programme. On espère. Alors, il y a des questions qui étaient un peu en dehors du sujet de l'enseignement. Qu'on n'a pas forcément traité, mais on pourra vous apporter des réponses en individuel sur ces questions-là. Donc, la partie suivante, telle qu'annoncée initialement, ça va être une partie de remue-ménage en français, en anglais brainstorming, autour de la question de qu'est-ce qui pourrait vous aider, vous, là, en tant que professionnel, en tant qu'usager et en tant qu'étudiant, au développement ou à votre implication en fait, du partenariat dans les enseignements, dans les études en santé. Donc, on va faire un petit tour de table, de Zoom, et puis on va essayer de construire quelque chose avec l'ensemble des résultats. Je vais juste laisser la parole à Alexandre pour clarifier les modalités de prise de parole qui vont être à la fois orale et écrite. Alors, on est en train de décider live. Là. En fait, il y a deux modalités. Vous pouvez soit, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lever la main dans la fonction, donc vous allez dans participant en bas et vous êtes capable d'aller à côté de votre nom et de lever la main en tapant sur la partie bleue associée à votre nom. Il y a un truc qui s'appelle plus. Vous êtes capable de le faire. Pardon, on peut la faire aussi? Là, elle y est? Ah bah, parfait. Donc, Pascal Jarnot vient de faire l'exemple. Vous voyez à côté de P. Jarnot, il y a une petite main bleue qui s'est levée dans la partie participant. Si vous n'y arrivez pas, si vous n'êtes pas super à l'aise avec ça, ce n'est pas grave. Écrivez dans la partie converser parole. Et comme ça, on comprendra que vous voulez vous exprimer et puis prendre la parole. Donc, voilà, ça, c'est la modalité. Emmanuel va vous présenter, ou Maud va vous présenter les questions. Et puis, donc, après, n'hésitez pas on part de vous, en fait. Cet exercice-là, c'est faire l'inverse. On a été plutôt descendant jusqu'à présent. On vous a partagé des expériences qui ont eu pour que vous puissiez vous familiariser et voir de quoi on discutait ce matin. Là, on fait un petit peu l'exercice inverse. On vous pose ces questions-là en disant, vous, en tant qu'usager, entre guillemets, ou en tant que professionnel, vous auriez besoin de quoi pour aller dans cette direction-là, pour vous engager dans ce type de projet. Donc, là, je laisse la parole au co-animateur.
Alors, pour rappel, donc on vous laisse 10-20 secondes pour réfléchir à la question. Je vous la rappelle. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous impliquer ou à développer le partenariat dans l'enseignement? Voilà, quelques secondes de réflexion et puis n'hésitez pas à commencer à mettre soit des commentaires dans la conversation, soit lever la main comme vous l'a indiqué Alexandre. Qu'est-ce qui pourrait vous aider, vous, à vous impliquer ou à développer du partenariat dans l'enseignement? Jean-Marc, Monsieur Charel. pardon. Oui, donc c'est quelque chose que je connais puisqu'on en a déjà parlé à l'automne dernier à Lyon, au deuxième colloque interuniversitaire sur la participation des patients à la formation des soignants. Je pense qu'il y a aussi peut-être une peur des malades, des patients, pour s'investir dans ce domaine. Il faut vraiment, comme on l'a dit souvent, il faut avoir un certain recul sur sa maladie pour pouvoir dépasser ses émotions et avoir bien prendre en compte tout ce qu'on peut avoir, son expérience, son savoir expérientiel, ses formations aussi, parce que personnellement, je disais que la formation déjà à minima de patients en ressources est déjà une très bonne entrée en matière pour continuer dans la formation et aller aider les futurs soignants. Donc, je pense que c'est là où il faut en parler, beaucoup plus que ça ne reste pas dans un petit monde d'initiés et qu'on invite les patients à s'investir dans ce domaine-là. Voilà. Ok, merci beaucoup. D'autres personnes qui souhaitent réagir? Main bleue dans participant ou parole. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider à développer du partenariat? Moins de rigidité. Oui, on a vu moins de rigidité en commentaire pour les structures enseignantes, donc on a bien noté. On est bien d'accord. Je veux bien, si tu veux, C'est un Maud. élément, alors peut-être en tant qu'enseignant sur une structure. En tout cas, sur la faculté de médecine, on a tout un travail de sensibilisation, d'introduction de ces dimensions de savoir expérientiel, de complémentarité entre le savoir expérientiel et le savoir scientifique des professionnels de santé. Et en fait, avec un besoin un petit peu d'initiation à ce qu'est cette dimension du partenariat qui est relativement récente et également du coup d'accompagnement. Parce qu'en fait, on a beaucoup parlé depuis tout à l'heure de la formation des patients partenaires à devenir patients formateurs, mais il y a aussi tout cet accompagnement à faire auprès des professionnels enseignants sur un peu la réassurance de leur posture en tant que professionnel sachant, et que le patient sachant qui va arriver également, il vient là en complémentarité et il ne vient pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Donc, il y a tout un accompagnement en effet à faire, et puis il y a un travail sur les représentations. Je crois que c'est Francine qui, dès le début, a posé le cadre. C'est que pour apprendre à travailler ensemble, il faut déjà bien expliciter les représentations que l'on se fait les uns des autres, et que moi, en tant que professionnel, c'est important que je formule ma représentation sur ce que j'ai des usagers, donc par exemple de Maud, et puis que Maud également exprime ses représentations qu'elle se fait des professionnels enseignants, et c'est qu'une fois que ces représentations-là seront formulées qu'on pourra développer du partenariat et se confronter dans un bon climat. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent… Oui, je vois Francine qui lève la main.
physiquement. Moi, je veux bien parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on parle du patient dans l'enseignement, mais aussi dans les établissements. Aujourd'hui, moi où je suis représentante des usagers, ça va aller plus large que ça, puisque aujourd'hui, on voudrait avoir des usagers à partir de leur vécu, de leur expérience, soit suite à une plainte dans l'établissement, de les associer à des retours d'expérience avec les professionnels pour améliorer la qualité de prise en charge. Donc, l'expérience du patient, c'est pas que la maladie, c'est l'expérience qu'il a vécue dans son séjour. Merci Francine. On a vu aussi dans les commentaires qu'il y avait un élément qui tournait autour de est-ce qu'on doit être nous-mêmes atteints de pathologies chroniques pour aller être patient enseignant dans un cours ou en simulation, etc. Donc, on se pose la question. Peut-être ça touche aussi à la place des aidants. Est-ce que les aidants sont aussi impliqués dans le dispositif ? On voit qu'à Montréal, en tout cas, c'est le cas. Ils ont aussi, sur tous les patients qu'ils ont, ils ont aussi une partie aidant. Donc, c'est des personnes qui n'ont pas forcément eux-mêmes la pathologie chronique, mais on voit bien que, du coup, ils ont quand même un intérêt parce qu'en général, ils sont aussi coordonnateurs à un moment donné du parcours de la personne qu'ils aident. Donc, ils ont aussi une expérience du système de santé. Donc, ça, c'est à réfléchir aussi. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une maladie chronique pour pouvoir être patient enseignant ? On n'a pas forcément la réponse aujourd'hui, mais c'est quelque chose à garder en tête, en tout cas. Pour continuer les prises de parole, il y avait Fabrice qui souhaitait intervenir. Fabrice Huret. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Fabrice. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Oui, on t'entend, c'est toi qui nous entends pas, on pense. Donc, moi, je voulais intervenir en fait parce que je suis atteint d'une maladie chronique depuis 23 ans. Je me suis mis en rupture conventionnelle il y a 1 an et demi pour porter un film sur un parcours de vie d'un patient. Et donc, j'ai fait un petit peu le tour de France avec ce film sur l'indemnité, on va dire. Fabrice, juste, est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro? Parce qu'il y a un écho, en fait, et on ne vous entend pas très, très bien. Merci beaucoup. Non, c'est pas mieux. Non, c'est pas mieux. Alors, attendez. Là, c'est bon, là. Là, c'est bon, là. Bougez plus. Je disais que je suis atteint d'une maladie chronique depuis 23 ans. Je me suis mis en rupture. Non, ça va pas. Tournez un peu la tête, toi. Et regardez-nous, Fabrice. Voilà, exactement. Cette position-là, parlez comme ça. Alors, hop. À droite, voilà. Tourne la tête à droite. Parfait. Vous m'entendez? Donc en fait, je disais que je me suis mis en rupture conventionnelle pour porter un projet d'un film pour lequel je suis co-auteur. Je suis allé à la rencontre des soignants, des patients, donc c'est un film très valorisant et ça permet, le film, de parler de l'éducation thérapeutique avec tous les patients. Donc là, je suis un petit peu, après avoir parcouru, on va dire, la France, je suis un petit peu en reconversion professionnelle. Et forcément, je me pose la question de m'investir plus ou plus ou moins d'en faire un véritable statut ou métier, parce que moi je suis actif, donc ça veut dire que j'ai travaillé là-dessus avec le film sur mes indemnités pour l'emploi, donc c'est quand même pas top. Et puis je participe actuellement encore sur mes indemnités sur différents groupes de parole, des réunions avec le CAPS, avec un groupe de travail compare sur la recherche aux maladies rénales. Et du coup, je m'interrogeais énormément sur le statut. Alors moi, je n'ai pas de crainte, pas d'inquiétude, si ce n'est que j'ai besoin d'avoir un statut. Est-ce qu'il existe des contrats? Est-ce qu'il existe des recrutements? Est-ce qu'il existe des formations? En fait, c'est tout ça. Moi, je suis quelqu'un qui est actif. On voit bien, je participe aux réunions très souvent de maladies
ou de groupes de travaux. Et les gens, alors ils sont soit en invalidité ou non actifs, mais moi j'aimerais apporter, en tant qu'une personne qui a été active pendant 23 ans avec sa maladie chronique, cet apport-là en fait, quoi. Et il est très important que les patients qui sont atteints d'une maladie chronique, ils ont juste envie de co-construire leur vie. Et j'ai vraiment, depuis 23 ans, cette expérience-là où le même médecin qui ne comprenait pas cela au début de la maladie, maintenant c'est celui qui m'accompagne, on va dire, pour réaliser des projets sportifs ou autres, en fait. Ok. Donc là, si je résume votre intervention par rapport à ce que vous auriez besoin pour vous investir ou pour continuer à vous investir, ça touche aussi à la notion de reconnaissance de statut, d'indemnité. Est-ce qu'il y a un contrat de travail? Est-ce qu'il y a une assurance? Ça, c'est des points que nous, on est en train de réfléchir au niveau de Rennes qui sont déjà en place sur d'autres structures qui ont déjà commencé depuis quelques années. Mais effectivement, c'est dans la réflexion. On n'a pas forcément une réponse type par dispositif. Je pense qu'il faut s'adapter aussi au contexte régional ou national. Des possibilités aussi qui sont offertes de travailler avec des partenaires, les uns ou les autres en fonction des affinités. Mais effectivement, c'est une notion à prendre en compte. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir le témoignage de Isabelle là-dessus. Voilà, comment elle fait, on va dire, financièrement, pour ne prendre que ce sujet-là, mais on est tous, on va dire qu'en a moins de 60 ans, on est tous dans ce sujet-là. Comment elle fait pour financer sa retraite, quel statut, quel contrat, ça paraît évident, mais du coup, moi, je suis en reconversion, je me dis, mais est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, je me pose beaucoup de questions. Alors effectivement, on va passer la parole à Isabelle. Isabelle, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé à Brest par rapport à ces points-là d'indemnité? Est-ce qu'il y avait une prise en charge sur les journées de formation que l'on a eues dans la co-construction des scénarios, par exemple? Est-ce qu'il y a eu une prise en charge des frais de déplacement? Est-ce que quand tu t'es déplacé à la fac, comment ça s'est passé? Alors oui, il y a eu une prise en charge au niveau des frais de déplacement, mais voilà, c'est une association qui est toute jeune. Donc, il faut d'abord, je crois, faire des preuves avant d'être reconnu. Mais c'est vrai que je me reconnais un petit peu dans la situation du monsieur qui vient d'intervenir. Voilà, effectivement, je suis encore jeune, je suis encore active et pareil, je suis dans la même situation que lui. Je suis en reconversion professionnelle. J'ai pas de statut pour l'instant, j'ai pas de contrat et je suis dans la. Vous m'entendez? On va juste couper les micros de tout le monde parce qu'il y a un bruit de fond et puis je réactiverai le tien, Isabelle, à ce moment-là. Ok. Je mets tout le monde en muet. Tu peux y aller, Isabelle. Tu es la seule maintenant qui a le micro. Donc, oui, je suis dans la même situation que la personne qui vient d'intervenir. Voilà, effectivement, je suis active. Bon, moi, j'avais démissionné par rapport à ma maladie, mais parce que je ne savais pas que j'étais malade à ce moment-là. Du coup, je me retrouve maintenant, après mon parcours de soins, en reconversion professionnelle. Et pareil, je suis dans la même recherche. Voilà. Quel statut, quel contrat, quelle formation, vers quoi se diriger. Enfin, ça reste encore la grande inconnue. Et c'est vrai que on aimerait être accompagné, avoir un peu plus d'informations. Mais voilà, pour l'instant, avec la FPS, c'est une association comme je disais, qui est toute jeune. Donc, pour l'instant, nous sommes défrayés dans nos frais de déplacement. Mais voilà, il n'y a pas de rémunération pour l'instant. Il n'y a rien qui soit encore effectif. Donc voilà, c'est la grande inconnue. J'espère que des choses vont bouger, vont se passer, mais voilà. Merci Isabelle. Et ça fait écho à une remarque là, qui a été mise dans le fil de discussion sur le fait que c'est la professionnalisation de nouveaux métiers de patients enseignants. Là-dessus, il n'y a pas forcément une homogénéité dans les représentations et dans les perspectives de chacun et de chaque patient enseignant. C'est-à-dire qu'en effet, certains sont fortement impliqués et vraiment, du coup, consacrent un peu l'entière partie de leur vie à ça. Et puis d'autres, au contraire, qui ne cherchent pas forcément une indemnisation, une rémunération pour ça et le font plus de façon bénévole. Et comme l'a dit Maud tout à l'heure, il y a une mosaïque un petit peu de profils. Une mosaïque de profils.
et du coup de reconnaissance en fait de la participation du patient dans la formation. Ce qui semble par contre indispensable et important, c'est cette reconnaissance, qu'elle soit liée au statut en fait d'intervenant, ce qu'évoque là Thomas dans le fil info, c'est-à-dire le statut de formateur occasionnel, mais ça peut être aussi un statut salarié au sein d'une institution avec des droits. Et s'il y a des droits, est-ce qu'ils sont équivalents aux professionnels enseignants, etc. Mais en tout cas, il y a un vrai travail à faire et à avoir autour de ce statut et de la reconnaissance. Je veux juste rajouter un exemple, ça va même jusqu'à, par exemple, si je donne le cas de l'Université de Montréal, et il y a celle de l'Université du Minnesota aussi, où il y a carrément des patients, donc c'est l'autre bout du continuum et qui a des enjeux autant que des avantages, où il y a des patients qui sont carrément embauchés comme professeurs, par exemple, dans une faculté de médecine, ou qui dirigent des départements de médecine et qui ont des postes d'enseignement qui viennent avec. Donc, ça va jusqu'à une institutionnalisation complète, mais qui va avec des enjeux parce qu'on veut aussi avoir des gens qui ont un regard extérieur et qui ne deviennent pas non plus dans une autre posture professionnelle. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça peut aller des deux bouts, jusqu'à la personne qui intervient 1 ou 2 fois par an dans une activité X ou Y et que ça n'en est pas dans son métier et qu'il a pris des RTT ou des jours de congé ou qui fait ça en s'arrangeant dans son agenda de la semaine pour y participer, jusqu'à quelqu'un qui en fait une activité principale. Et l'enjeu, c'est de trouver plutôt administrativement après, si même on veut le faire, comment on peut à ce moment-là, sur quel statut rémunérer les personnes ou pas, s'ils le souhaitent. Merci Alexandre. Avant de passer la parole à Stéphane, on va vous apporter juste un petit éclairage sur des questions, remarques qui ont été faites dans le fil info autour de la notion de formation commune entre professionnels de santé. Finalement, on trouve cette remarque relativement intéressante parce que en effet, de plus en plus, et notamment sur Rennes, se développe une formation commune entre professionnels de santé. Vous allez en avoir un exemple cet après-midi entre kiné, podo, ergo. Il y a également ce qu'on appelle le séminaire interprofessionnel qui a été fait depuis 10 ans sur Rennes, qui regroupe une dizaine de professions de santé. Et ce qui est intéressant, en fait, derrière le fait de se former en commun, c'est que derrière, sur le terrain, eh ben, on ira plus facilement vers les autres professions pour apprendre à travailler ensemble, pour apprendre à communiquer les uns avec les autres. Il fait écho à une autre remarque qui a été faite du manque de communication parfois entre professionnels de santé, que ce soit en milieu de ville, en milieu hospitalier, structures médico-sociales, etc. Et ce qui, on croit, nous, va aider derrière, si on apprend déjà à collaborer entre professionnels de santé au sein de nos structures de soins. Si on apprend à collaborer ensemble, ça sera un outil, une aide après aussi à développer plus de collaboration, de partenariat du coup avec les patients au sein de nos structures de soins, mais également au sein des structures d'enseignement et de recherche. Donc, c'est un point qui, à notre sens, nous ramène vers le partenariat professionnel usagé. On va passer la parole à Stéphane, qui l'avait sollicité. Stéphane Tomaso. Alors, c'est Stéphane Tomaso, mais bon, c'est pas grave. Moi, je Désolé. suis… Non, mais pas de problème. Mais bon, étant d'origine italienne, je trouve que c'est important de… Mais bon. Bon, plaisanterie mise à part. Donc, moi, je viens de région parisienne et je voudrais vous féliciter la Bretagne parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment en avance sur, en tout cas, sur la perception que j'ai sur la région parisienne. Moi, pareil, j'ai dû faire une rupture conventionnelle pour suivre ma formation. Alors, pas que pour ça, mais bon, en partie pour suivre ma formation donc éducation thérapeutique du patient, dans laquelle j'ai été diplômé en juillet 2019. Donc avec la fac de médecine de la Sorbonne en lien avec l'université des patients de Catherine Turette-Turgis. Et je pensais que vraiment c'était entre guillemets une porte d'entrée pour une reconnaissance un peu plus importante du statut de patient expert et patient formateur. C'est alors c'était super intéressant. Moi je suis patient, j'ai été opéré bariatrique, donc chirurgie de l'obésité. Et donc justement j'ai eu une intervention dans un IFSI en septembre.
Et la PHP aidant, j'ai été rémunéré au mois de mars. Donc ça aussi, c'est une question quand même par rapport à des personnes en fragilité par rapport à leur statut de patient, mais aussi à leur statut précaire, comme disait très bien Fabrice tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans une… Là, actuellement, moi, je suis aussi allocataire du Pôle emploi et c'est des choses qui sont pénibles. Moi, j'avais un travail d'éducateur spécialisé, ça faisait à peu près 25 ans que je travaillais dans l'éducation spécialisée. Et alors, c'est un choix personnel d'avoir fait une rupture conventionnelle pour justement pouvoir proposer quelque chose. En parallèle, moi, j'avais proposé Baria Coach, qui était une plateforme d'accompagnement des personnes futures opérées ou opérées. Et c'était la première fois que c'était un patient expert qui coordonnait, parce que j'ai 25 professionnels de santé qui m'aident dans cette prise en charge-là particulière via Internet. Et donc voilà, et effectivement, on arrive à des moments où c'est compliqué parce que économiquement, ça ne suit pas. Et puis par rapport à ça, la formation qui a pu être faite à l'IFSI, moi j'ai bien ressenti que le fait que ce soit un patient qui parle là c'était des premières et deuxième années en soins infirmiers, ça change totalement le curseur, ça change le curseur par rapport à tout ça. Donc c'est quelque chose qui est important, qui est intéressant et qu'il faut vraiment performer encore plus, à l'exemple du Québec et du Canada, quoi, en tout cas des pays anglo-saxons. Oui, dernière chose, c'est que effectivement sur le partenariat, c'est un petit peu dommage qu'on attelle souvent les patients experts à tu vas faire les bilans éducatifs partagés, tu vas accueillir les patients, tu sais bien le faire. Voilà, moi, à titre indicatif, j'ai un DU. Normalement, je pourrais coordonner des programmes ETP. Et à un moment, voilà, il faut que les choses soient en lien avec le contexte. C'est-à-dire que voilà, il y a moi, je prône vraiment la formation. Alors, pas que le DU, mais en tout cas toute formation pour justement faire ce fameux pas de côté et pas être comme on a pu voir avant, des patients experts qui étaient dans la rancœur par rapport à leur prise en charge, à leur médecin, etc. Mais avec la formation, ce fameux pas de côté qui permet vraiment de pouvoir apporter une aide et en tout cas de pouvoir soit aussi avoir un pas de côté par rapport à sa propre maladie et par rapport à sa propre existence. Voilà. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Ça fait écho effectivement à ce qu'a développé aussi Nolwenn au tout départ avec les différents termes que l'on peut employer entre patient partenaire, patient enseignant, patient formateur, patient expert, patient ressources. On voit bien qu'en fonction des personnes avec qui on parle, là encore, il faut se mettre d'accord sur ce qu'on entend derrière parce qu'on n'est pas forcément tous au même niveau quand on en parle. C'est pour ça que j'utilise par le exemple, patient pour moi, ça fait référence à j'ai fait les 40 heures du programme éducation thérapeutique du patient. Et pas forcément patient formateur dans l'enseignement des professionnels. Donc, je pense que quand on en parle, il faut vraiment aller plus loin et expliquer de quoi on parle. Avant de passer à la dernière partie de la session de ce matin, on va encore prendre 2 questions. Donc, il y avait Charlotte Bondu qui voulait interpeller et puis après Cindy Louedec. Charlotte. Oui, bonjour. Je suis désolée, je suis cachée. Allô, Charlotte? Oui. Allô? Vous m'entendez pas? Oui, c'est parfait. Très bien. Non, je disais, je me cache derrière mon nom, pas volontairement. Je fais partie de ceux qui ont commandé une webcam à la mauvaise période et donc qui attend qu'elle arrive dans la boîte aux lettres depuis 5-6 semaines. Sinon, je voulais juste, je suis un peu dans des situations similaires à ce que Isabelle, Fabrice ou Stéphane relevaient. J'avais juste envie de compléter ce que vous avez amené par le fait qu'en étant extérieur comme ça, en me sentant concernée par la problématique, même par la dynamique de partenariat de soins, notamment à travers toutes les expériences que j'ai pu avoir dans mon passé moi, je suis une kératoconienne, donc j'ai un long parcours où je suis arrivée en situation de basse vision, mais avant j'ai eu pas mal d'étapes diverses et variées, et une grande eczémateuse, donc je cumule les complexités chroniques. Je découvre un monde, et il y a du charabia, il y a du fonctionnement, il y a du langage, il y a du rouage,
Et ça prend déjà beaucoup d'énergie d'essayer de comprendre où j'arrive en fait. Et c'est intéressant, c'est pas mais n'empêche que on a certainement besoin d'avoir un petit peu de schéma qui nous clarifie un peu où on arrive pour justement plus facilement percevoir où je vais pouvoir trouver ma place en fonction de ce que je suis. Et c'est là que je voulais aussi compléter ce qui a été dit. C'est intéressant. Enfin, moi, j'ai un peu l'ambition de ne pas forcément me placer en tant que patiente. On est tous patients en fait. Et comment je vais réussir à trouver ma place en amenant bien sûr mon savoir expérientiel de patiente, mais pas uniquement. Comment je vais réussir à amener toute mon histoire de chargée de mission de ci, de là, où j'ai pu faire de la gestion de projet, et plutôt y entrer par cette porte-là que seulement par l'étiquette de patiente. Voilà. Merci. Merci Charlotte pour ce retour. Donc, si je fais le lien et je reprends la question de départ pour ce remue-ménage, c'était qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous impliquer dans le partenariat? Donc, si je conclus par rapport à ce que vous nous dites, on a aussi une vigilance particulière quand on accompagne les patients qui vont être amenés à faire du partenariat ou des professionnels de santé à vraiment insister pour qu'il y ait une communication simple des mots utilisés, des mots de tous les jours en fait, et de ne pas rester effectivement sur un jargon qu'on ne comprendrait pas, que ce soit les uns ou les autres d'ailleurs. Les sigles, on l'a vu tout à l'heure, il y avait MSP, voilà, c'est maison de santé pluridisciplinaire. Enfin, des petits détails qui font que en fait, ça simplifie le partenariat quand on est vigilant à ça et qu'on se met un peu à la place de l'autre en disant ben, oui, mais maison de santé, il ne connaît pas, etc. C'est très utile pour les professionnels aussi, parfois des sigles qui, quand on leur pose la question, ils ne se rappellent pas forcément. Donc finalement, c'est bien pour tout le monde. Dans ton propos aussi, Charlotte, ce que je retiens, ce sur quoi on insiste, c'est qu'en fait, on n'est pas forcément obligé pour pas d'être là, ou en tout cas quand on est patient formateur, de venir là uniquement pour aussi parler que de son expérience, de sa vie avec la maladie. Et l'idée aussi, c'est que généralement, lorsqu'on est patient formateur, on a développé des savoirs plus larges que sa propre expérience, qui peut être aussi l'expérience de la communauté, donc communauté de vie, communauté de patients, du groupe de façon générale. Et on a parmi, en tout cas, les patients formateurs qui interviennent, des personnes qui n'abordent jamais finalement spécifiquement leur propre expérience ou leur propre problème avec la maladie en particulier. Donc, par exemple, si voilà, je suis patient diabétique, voilà, il y a des patients qui ne vont pas du tout parler de comment c'est compliqué de faire une glycémie ou comment je gère une hypoglycémie, etc. Ils vont venir avec leur savoir qu'ils ont accumulé, le recul qu'ils en ont fait, les dimensions générales un petit peu qu'ils en ont acquises, mais ils ne vont pas du tout parler de leur pathologie. Et ça, c'est vrai que ça, c'est un élément important à avoir pour ne pas brider de potentiel aussi venus et interventions de patients formateurs qui, on ne l'a pas trop finalement évoqué là depuis le début, mais sont avant tout là pour accompagner les étudiants dans leur apprentissage, dans leur formation. Et qu'en fonction des objectifs de formation qu'on s'est fixés en début d'enseignement, etc., de cursus, l'idée, c'est d'accompagner les étudiants dans l'acquisition de compétences définies ou d'objectifs pédagogiques définis. J'en arrête. Il y avait donc la dernière intervention, donc c'était Cindy Louedec. C'est bon pour toi, Alexandre? C'est bon, vous m'entendez? Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui, d'accord, parce que j'ai pas le retour. Bonjour à tous, en fait, je suis Cindy Louedec, je suis cadre en médecine et depuis peu, en fait, je suis cadre formatrice à l'IFSID Dinan. Donc, en tant que cadre de santé en médecine, en fait, on a pu expérimenter une expérience patient. Donc, qui a été filmé par le CAPS de Rennes, en collaboration avec Pascal Gernaud et Cathy Simonet d'ailleurs. Alors moi, je ne vous entends pas parler. C'est normal hein, qu'il n'y ait pas d'échange. Oui, c'est normal que vous n'entendez pas. Ils étaient juste en train de préciser pour le CAPS, comme tout le monde ne connaissait pas. C'était la structure régionale d'appui pour la coordination et l'amélioration des pratiques professionnelles en santé.
Donc, on a eu la chance en fait d'expérimenter le ressenti d'un patient justement à la suite d'une annonce diagnostique de diabète. Et donc, il a pu parler de son expérience lors de son séjour, et ça a été vraiment une plus-value pour les professionnels afin de remettre un petit peu en question leur pratique, et le patient lui-même aussi de pouvoir poser ces questions sur lesquelles voilà, il n'avait pas les réponses, puisque c'est vrai qu'un diabète, déjà savoir ce que c'est, à quoi ça correspond, et puis connaître tous les changements que ça peut impliquer sur la vie quotidienne, c'est pas rien. Et ce patient en fait a pu exprimer ça lors de notre entrevue, et il est parti quand même en disant qu'il avait compris 3 choses et qu'il n'était pas venu pour rien. Donc ça a été une expérience très riche, et cette expérience en fait je la fais partager à mon équipe. Donc j'ai fait faire un retour donc dans plusieurs instances, en commission notamment des usagers, où là aussi les usagers ont beaucoup apprécié ce retour, et on en déduit qu'il fallait créer peut-être un partenariat aussi un peu plus fort entre l'hôpital et la ville, surtout avec les médecins traitants qui connaissaient davantage leurs patients, et avec qui du coup le patient aussi a une relation privilégiée. Et il y a aussi le retour aux soignants d'être un peu plus sensibles sur leur écoute active, et aussi par leur expérience propre d'essayer de trouver le temps, le moment idéal pour que le patient puisse intégrer certaines informations importantes. Et là aujourd'hui, mon envie, c'est d'appliquer justement les étudiants dans cette démarche empathique. Il y a l'empathie, il y a aussi la technique, mais il n'y a pas que ça. Et là, je vais intervenir auprès des premières et deuxième années, j'aurai cette chance. Donc, c'est aussi sensibiliser mes collègues dans ce partenariat usager professionnel, parce que c'est encore méconnu, et il y a beaucoup de travail à faire. Donc là, je les ai incités à venir à la réunion. Bon, elles ont toutes leurs occupations, mais voilà, c'est encore difficile, je trouve, de sensibiliser, en fait. C'est la sensibilisation des soignants, la sensibilisation de tout type de professionnels qui prend en compte les patients. Et grâce au CAPS, grâce à la cellule, c'est vrai qu'on avance bien. Et voilà, il faudrait que ça continue. Merci Cindy de ce retour d'expérience et de commentaires. Alors, il est 11h56. On a un peu réorganisé en arrière un petit peu là, notre présentation. Finalement, on ne va pas faire de la présentation des activités du groupe PRM. On le fera en début d'après-midi. Et on va juste prendre les deux dernières questions. La première, c'est Daphné, et ensuite Nicole. Donc, Daphné. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, alors, donc moi, je suis étudiante en première année d'internat de médecine générale à Rennes. Et donc, c'est pour rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Emmanuel tout à l'heure, et puis ce que vient de dire Cindy. Pour mon implication dans ce projet de partenariat patient, il faudrait effectivement que les cours à la fac se développent avec des patients partenaires, mais également, je pense qu'il y ait une sensibilisation aussi importante des maîtres de stage, de nos encadrants en stage à l'hôpital et en ville, pour qu'eux aussi comprennent ce que c'est, et puis adaptent leur posture, leur attitude vis-à-vis des patients, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Donc, peut-être, je ne sais pas comment ça pourrait se faire, parce que comme disait Nolwenn, on ne va pas les faire revenir tous sur les bancs de la fac pour la formation continue, mais il faudrait quand même que la sensibilisation soit suffisamment large pour qu'on parle la même langue, et qu'on se comprenne dans la prise en charge des patients. Voilà.
Merci Daphné. C'est vrai qu'après la sensibilisation, c'est aussi le bouche à oreille, c'est-à-dire que vous, voilà, vous avez bénéficié d'un groupe d'échange co-animé avec un médecin et un patient. Vous pouvez aussi en parler autour de vous. Il y a des médecins qui disent tiens, j'ai co-animé avec un patient, il y a eu ça comme effet, etc. Ça peut peut-être aussi convaincre des personnes qui hésitaient ou qui avaient entendu parler du partenariat mais qui ne savaient pas trop comment faire. Donc ça peut être aussi bénéfique que chacun puisse en parler aussi. Personnes qui gravitent autour de nous, hein. On a tous des professionnels de santé, on a tous un médecin référent normalement, donc on peut lui en parler aussi, pourquoi pas. Enfin, alors la dernière question, c'était Nicole Sarré. Nicole, il faut mettre en route le micro. Ça y est, j'ai mis le micro. Oui. Bon, moi, ce dont je voulais aborder, c'est le problème du champ de la psychiatrie. Je suis donc une infirme 35 et pour répondre à votre question, comment développer le partenariat? Alors, en tant qu'entourage, on a souvent été sollicité à l'UNAFAM pour témoigner en tant qu'entourage, soit à l'école de la santé, soit au niveau des hôpitaux, Guillaume Régnier par exemple. Et seulement depuis, je dirais, 2 ans, l'hôpital psychiatrique nous a même fait intervenir sur presque une journée dans la formation continue des infirmiers. J'avoue qu'on a vraiment beaucoup apprécié parce qu'on a vraiment pu échanger avec ces infirmiers sur notre conception sur notre conception du partenariat entourage, patient, soignant. Et on a eu beaucoup de plaisir à le faire et ça a été vraiment très enrichissant. Maintenant, le problème que je voudrais... Alors, pour nous, en tant qu'entourage, disons de participer, c'est pas très compliqué. On peut décoder, on peut s'exprimer, on peut être assisté pendant 2 heures à quelque chose. Voilà. Par contre, ce que l'on déplore, c'est que... Alors, je vais employer encore le terme, ce que j'appellerais le vrai patient, hein, non pas l'entourage, c'est-à-dire celui qui vit les maladies, commence à participer, mais c'est vraiment extrêmement timide. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des personnes dont la pathologie, justement, c'est la communication, entre autres. Hein, et il faut que alors, certains peuvent le faire, très peu au jour d'aujourd'hui, mais certains peuvent participer à des réunions, des choses comme ça. Mais c'est quand même très timide aujourd'hui. Alors, justement, comme vous parliez de quels sont les moyens pour que ces personnes, entre autres, puissent participer, eh bien, ça a été un petit peu dit, je crois. D'abord, il faut beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie, parce que c'est des personnes qui ont quand même beaucoup de difficultés à prendre la parole. Il faut que les réunions ne soient pas trop longues, il faut des pauses cigarettes, il ne faut pas de sigle. Qu'est-ce que je dirais d'autre encore? Tout à l'heure, on a parlé est-ce que vous pouvez terminer en 15 secondes? Oui, je termine. Et 2 autres points très importants, et on s'en est rendu compte avec l'histoire du Covid, il y a une fracture numérique extrêmement importante. Ce sont des gens qui ont peu d'ordinateurs, n'ont pas trop les moyens de se payer un abonnement Internet, etc. La fracture numérique s'est révélée vraiment un gros problème. Et autre chose aussi, ces personnes-là ont des moyens financiers très réduits, donc les frais de déplacement, des choses comme ça, pour eux, c'est un problème aussi. Donc, moi, je souhaiterais vraiment qu'on les associe, mais pleinement, parce que la parole des familles, ce n'est qu'une parole rapportée, et eux ont des choses essentielles à dire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Nicole de ce dernier propos. Je vais passer la parole à Maud pour conclure cette matinée. Merci à tous pour votre participation très active. On revient cet après-midi puisque l'idée c'était une journée d'études complète qu'on a transformée en visio. Donc on a fait une visio ce matin plutôt sur les fondements et puis travailler avec vous sur qu'est-ce qui pourrait aider l'implication et la mise en place et le développement du partenariat. Cet après-midi, on est plus sur, donc c'est 14h, 16h. C'est le même lien que vous avez reçu. Et on est plus sur des expériences avec des exemples d'implication concrètes qui se passent sur la région. Donc voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure pour ceux qui peuvent. Pour ceux qui ne peuvent pas, n'hésitez pas à mettre vos contacts dans la conversation, à répondre à l'enquête, c'est nom, prénom et votre mail pour qu'on puisse vous renvoyer les présentations qui ont été faites puisqu'on nous a demandé les diaporamas et puis l'enregistrement de ce matin. Merci beaucoup à tous. Bon appétit. À tout à l'heure pour ceux qu'on revoit tout à l'heure.
Aux réalisateurs, ne coupez pas tout de suite la session, comme ça on vous renvoie le questionnaire et vous allez pouvoir remplir le questionnaire en conversation. À tout à l'heure.